Bonjour à tous, merci de nous retrouver pour Sénat 360, le nouveau rendez-vous d'information parlementaire de Public Sénat. Nous sommes ensemble jusqu'à 18h30, 2 heures entièrement consacrées aux travaux du Sénat, avec en exclusivité cet après-midi sur notre antenne la première séance de questions d'actualité au gouvernement. Vous pourrez la suivre à partir de 16h45. Et à la une de l'actualité aujourd'hui, Air France en pleine zone de turbulence. Après le lynchage hier du DRH par des salariés, Manuel Valls s'est rendu au siège de la compagnie aérienne. Il a dénoncé, je cite, les voyous responsables de ces violences. Quant à Nicolas Sarkozy, il a évoqué la chienlit. Réponse immédiate du Premier ministre à l'Assemblée nationale. Vous l'entendrez dans un instant. Polémique après l'attaque d'un policier en Seine-Saint-Denis. Il a été blessé par un braqueur évadé de prison et fiché pour radicalisation. Christiane Taubira, la garde des Sceaux, pourrait modifier la législation applicable aux sorties de détenus et systématiser les escortes pour certains prisonniers en permission. On en parle dans cette émission. Et puis je le disais, première séance pour le Sénat de questions d'actualité au gouvernement le mardi. Elles seront désormais hebdomadaires, une séance de 45 minutes plus courte avec, et c'est une nouveauté, un droit de réplique pour les sénateurs. C'est à voir en exclusivité sur Public Sénat. Et pour nous accompagner cet après-midi, nos deux journalistes en duplex, Tam Tranui en direct de l'hémicycle du Sénat et Michael Zamès en direct de la salle des conférences pour recueillir toutes les réactions des sénateurs et des ministres en direct. Je vous le disais en titre, Air France sous le choc après les violences qui ont interrompu hier le comité d'entreprise. Alors que venait d'être confirmé le plan de restructuration, il menace près de 3000 emplois. La classe politique s'empare de l'affaire. Nicolas Sarkozy parle de chienlit, un mot dangereux pour le Premier ministre qui a répondu à l'ancien président. On l'écoute. La justice a été saisie, la police mène une enquête indispensable car dans notre pays, pas seulement pour l'image, et c'est déjà tout à fait essentiel, d'Air France et de la France, mais ces images, cette violence sont intolérables et doivent être évidemment condamnées avec la plus grande force. La chienlit, le mot que nous avons déjà entendu en fin de matinée, la remise en cause permanente des corps intermédiaires, des syndicats, de l'indépendance de la justice, de ce qui fonde même la démocratie, ce mot chienlit, l'expression qui a été aussi la vôtre, comme celle de Nicolas Sarkozy, sont des mots dangereux. Et je crois que de plus en plus, il y a un débat dans le pays. Alors affrontons-le, ce débat, qui est sur une certaine conception de la démocratie, sur une certaine vision de la France. Vous voulez abattre ces corps intermédiaires, remettre en cause les syndicats, politiser. Eh bien non, la négociation, le dialogue social, le respect des corps intermédiaires, le respect de la démocratie, des syndicats, comme des élus, comme les associations, et derrière cela, tout simplement des Français, nous, cette idée de la France, nous la défendrons. Manuel Valls qui sera aussi présent dans l'hémicycle du Sénat et qui devra répondre à des questions certainement sur la situation d'Air France. Et l'autre image du jour au Sénat, cette fois c'est cet après-midi, le vote solennel sur le projet de loi de santé. Un texte qui a été amputé de sa principale mesure, la généralisation du tiers payant après son passage à la Haute Assemblée. On en parlera avec le président du Conseil national de l'Ordre des médecins et le socialiste Yves Daudigny dans notre débat à 17h50. Je vous le disais au programme de Sénat 360 cet après-midi. C'est aussi cette première séance de questions d'actualité du mardi avec pour la première fois un droit de réplique. On va tout de suite retrouver en direct de la salle des conférences du Sénat, Michael Zamès, avec une première invitée. Michael, vous êtes avec la sénatrice des Alpes-Maritimes, Dominique Estrosi Sassone. C'est à vous. Bien entendu, parce qu'il sera certainement aussi question de ces inondations très importantes qui ont eu lieu dans les Alpes-Maritimes. Dominique Estrosi Sassone, vous étiez encore présente sur place hier. Quel constat faites-vous? Qu'est-ce que les gens vous ont dit? Et je crois que le bilan a encore augmenté, c'est ce que vous nous disiez tout à l'heure, 21 personnes sont décédées. Oui, nous sommes exactement à un drame humain puisque nous avons recensé 21 morts et bien sûr d'importants dégâts sur les communes d'Antibes, de Golfe-Juan, de Valoris, du Canet, de Cannes, de Mandelieu. Vraiment tout l'ouest du département des Alpes-Maritimes a été durement touché. Nous sommes allés sur le terrain, nous sommes allés saluer et montrer aussi combien il y avait une mobilisation exceptionnelle. D'abord des services de secours qui ont fait plus de 750 interventions, mais aussi une mobilisation des personnels, des collectivités territoriales et locales qui travaillent encore d'arrache-pied pour essayer autant que faire se peut
de réparer un certain nombre de dégâts, de redonner un petit peu un visage à certaines artères et à certaines villes, mais le temps sera très long pour effacer de telles cicatrices. On va bien sûr en revenir aux causes, mais ce soir vous serez reçu par le président du Sénat, Gérard Larcher. Il va vous recevoir sur tous les élus des Alpes-Maritimes et il a l'intention, en tout cas ce qu'il nous disait ce matin sur notre antenne, de pouvoir vous poser la question si vous vouliez créer une mission d'information, les sénateurs, sur le terrain pour comprendre les causes. D'abord, je remercie le président Gérard Larcher, comme le président Retailleau, qui immédiatement se sont manifestés dimanche. Je le remercie également de recevoir les 5 sénateurs des Alpes-Maritimes pour voir avec lui effectivement s'il décidait de mettre en place cette mission d'information. Je pense que même s'il y a eu un certain nombre de missions d'information qui ont déjà été conduites ici au Sénat, suite en particulier au drame de Xynthia, eh bien c'est vrai que la topographie des lieux, c'est vrai que le département des Alpes-Maritimes ne ressemble pas au département de la Vendée. C'est vrai que nous avons besoin d'avancer pour mieux comprendre les causes d'un tel phénomène, certes exceptionnel, mais qui véritablement a ravagé notre territoire. Donc vous seriez favorable à cette mission d'information qui pourrait être créée ici au Sénat? Oui, pour ma part, j'y serais favorable, même si ce sont des sujets qui, en termes d'environnement, ne m'ont pas souvent mobilisé. Je suis beaucoup plus mobilisée sur la problématique du logement, mais c'est aussi, en tout cas, une question qu'il faut se poser, bien évidemment. Et c'est vrai que je pense que ça peut être, en tout cas, une bonne solution. Question que vous allez poser tout à l'heure au Premier ministre, c'est bien cela. Vous savez que vous avez un droit de suite, donc ça veut dire que vous allez pouvoir répondre éventuellement au Premier ministre s'il prend la parole. Alors je verrai si je ne suis pas trop longue dans l'exposé de ma question que je poserai au ministre de l'Intérieur, à Bernard Cazeneuve, pour lui poser de véritables questions, parce qu'au-delà des drames, il faut se poser des questions. Aucune question ne doit être taboue, en particulier sur la véritable politique que nous voulons en matière de prévention des risques d'inondation. Est-ce qu'on a véritablement les moyens financiers d'avoir une politique ambitieuse de nature à répondre à de tels phénomènes? Et puis sur le problème aussi, parce que ça commence à faire jour des ravages que pourrait faire la surbétonisation de notre littoral. Et on ne peut pas d'un côté dénoncer ces ravages, dénoncer une urbanisation galopante et de l'autre pousser toujours plus les communes à construire au détriment parfois de la vie de leurs administrés. On écoutera la question et évidemment la réponse du ministre de l'Intérieur. Merci en tout cas d'avoir répondu à nos questions. À tout à l'heure Delphine, avec Luc Carvounas, un invité qui va nous rejoindre dans quelques instants. Merci beaucoup Mickaël. Effectivement, vous en parliez à l'instant, 48 heures après les intempéries meurtrières qui ont endeuillé les Alpes-Maritimes, Gérard Larcher, le président du Sénat, va proposer certainement une mission d'information pour tirer les conséquences de ce drame. Il recevra les parlementaires concernés ce soir à 19h30 et il était l'invité de notre matinale Territoire d'Info. On l'écoute. Après Xynthia, il y a eu une analyse en profondeur dans une mission d'information. Dans une mission d'information, faut-il une mission d'information? Faut-il tout simplement appliquer ce qu'on applique trop peu souvent, le pouvoir de contrôle des commissions pour tirer les conséquences? Ça ne veut pas dire commission d'enquête. Non, Xynthia était mission d'information. Donc je crois que c'est la bonne, c'est la bonne. Ou tout simplement l'application par les commissions. C'est ce que je soumettrai au président de commission concernée après m'être entretenu avec nos collègues des Alpes-Maritimes. Et le dérèglement climatique et ses conséquences, c'est bien sûr une des préoccupations majeures du Sénat aujourd'hui. 2 rapports sur le sujet ont été présentés ce matin. Pauline Dame. Augmentation des températures, montée des eaux, un dérèglement climatique qui pourrait alors porter le nombre de réfugiés environnementaux autour de 200 à 250 millions en 2050. Des conséquences géopolitiques sévères qui pourraient être évitées en aidant les pays les moins avancés, comme ceux d'Afrique subsaharienne, à s'adapter au changement climatique. Ceux qui vont le plus souffrir de cette montée des océans ou de ce changement climatique, ce sont bien évidemment les pays les plus pauvres, qui ont une faible capacité de résilience, qui ont une faible capacité à reconstruire après une catastrophe, et donc qui, s'ils ne sont pas aidés par les pays développés, vont automatiquement générer des flots importants de migrants climatiques qui vont devoir être gérés par les pays développés. Il faut arriver à trouver un système qui permette d'aider ces pays à se développer, tout en sachant qu'ils utiliseront quand même du carbone. Pour la sénatrice Fabienne Keller, il faut avant tout renforcer les financements climat à destination des pays du Sud. Axe clé de son rapport, une meilleure prise en compte de ces pays dans l'aide française au développement.
Beaucoup parlent de la nécessité de les traiter en priorité. Ils bénéficient à peine de 10% de l'aide publique française au développement, c'est-à-dire très peu. De la même manière, les pays les moins avancés bénéficient très peu des aides pour s'adapter, là aussi moins de 10%. Donc je propose de fixer des objectifs à 20% de l'aide publique française, 20% pour le climat aussi. Autre proposition, la création d'une taxe mondiale sur le carburant des bateaux et des avions. Réalité ou utopie? Selon les Nations Unies, il faudrait entre 50 et 100 milliards de dollars par an pour que les pays en développement puissent faire face à cette urgence climatique. Durcir la loi pour les élus et les fonctionnaires en cas de dérapage raciste, c'est la proposition choc de Luc Carvounas, sénateur socialiste du Val-de-Marne. Et il est à vos côtés, Michael Zamès. On posait cette question à Luc Carvounas, tout simplement. Qui vous visez avec cette proposition de loi? Écoutez, cette proposition de loi déjà ne vise personne. Elle est là pour essayer de créer, dans le débat qu'on nous invite à avoir, qui aura lieu au mois de février prochain sur la loi égalité et contre les discriminations voulue par le Premier ministre Manuel Valls l'été dernier. Moi, je souhaite que dans le droit français, nous puissions amender le code pénal pour permettre de créer, ce qui sera nouveau dans le droit, la qualité de circonstances aggravantes pour les personnes dépositaires de l'autorité publique et qui seraient en mesure, par leurs propos, d'avoir des propos soit d'incitation à la haine, soit de propos racistes, sexistes, homophobes. Voilà, on ne peut plus être aujourd'hui dans une société où des hauts fonctionnaires, ça peut arriver, ou des policiers, mais aussi des politiques, au moment de la défiance qui peut se créer entre les concitoyens et la chose publique, avoir à nouveau des députés européens comme Nadine Morano qui vous explique qu'il y a une race blanche en France, elle ira expliquer ça au dom-tom, avoir un président de la République qui s'appelle Nicolas Sarkozy, qui déjà ouvrait le bal avec son fameux « casse-toi pauvre con », et voir cette société dans ses repères institutionnels se déliter par ce type de comportement. Je me souviens aussi de Christian Van Est, député du Nord, jamais condamné par sa famille politique, UMP, lorsqu'il avait des propos extrêmement violents et homophobes. Donc il y a un devoir d'exemplarité. Et on nous invite à avoir ce débat-là. Tout cela pourrait rentrer dans le cadre de cette proposition de loi, si on comprend bien. Tous les propos, que ce soit Nadine Morano ou les autres. Moi, je ne suis pas juge. Moi, je prends des exemples qui seront demain peut-être jugés à partir du moment où il y aura des dépôts de plainte. Moi, je suis un sénateur. Je porte des contributions politiques dans le cadre des débats parlementaires où on nous invite à pouvoir siéger et discuter. Moi, je veux faire évoluer la loi sur ce plan-là. Et à ceux qui me disent, mais est-ce que c'est pas ficeler un peu la liberté d'expression? Pas du tout. Tout le monde a le droit de dire, il faut choyer cette qualité-là en France, ce qu'il veut. Mais tout le monde a le droit de surtout de ne pas dire n'importe quoi. Et parfois, on entend des débats qui sont portés de manière extrêmement ambiguë. Et je pense que c'est aussi le rôle du politique que de dire ce qu'est la loi et de quelle manière on peut s'exprimer. Dans cette loi qui sera examinée en février prochain, vous l'avez dit, il y a une action de groupe qui pourrait être envisagée. C'est aussi une proposition de loi qu'a formulée un député. Vous seriez pour cette action de groupe pour qu'on puisse porter plainte en groupe? Pourquoi pas? Moi, je suis... C'est un peu l'américaine. Pourquoi pas? Je sais qu'à l'Assemblée nationale, ça a été relevé et voté. C'était Razi Hamadi qui le portait, vous l'avez dit. Moi, aujourd'hui, dans le cadre de ce qui va nous animer ici, dans la Chambre haute, je vais défendre mes amendements pour faire en sorte qu'à la fois sur le volet incitation à la haine raciale, diffamation, insulte homophobe ou sexiste, celui ou celle qui aura à avoir ces discours-là soit réprimandé et préprimandé. Si la qualité de circonstances aggravantes pour personne dépositaire de l'autorité publique est relevée, aggravée doublement. Qu'est-ce que vous pensez de ces nouvelles questions d'actualité du mardi? Près de 305 sénateurs aujourd'hui présents, c'est nouveau, il y a une sorte de révolution? Non, c'est les institutions qui avancent avec conforme à l'ère du temps. Moi, je sors d'une mission qui a duré 1 an avec Claude Barthelone et Michel Vinocq pour faire avancer nos institutions et les moderniser. Ici, il y a 2 QAG, c'est très bien. Il y a beaucoup de sénateurs, c'est très bien. Donc, on se posera aussi la question des moyens qu'on donne à tous ces sénateurs présents 24 sur 24, parce que ça aussi, ça doit donner sens à la démocratie française. Moi, je peux que me féliciter de cela. Dernière question, on sent que les élections régionales, le coup est parti, que ce soit à droite comme à gauche, on se renvoie les questions de justice. Dernière en date, c'est Claude Barthelone qui est accusé un petit peu de fraude, on va dire ça comme ça, entre guillemets. Oui, là je vois que c'est une réponse très politicienne à ce que nous avons mis en exergue depuis la semaine dernière, où quand même, dans la circonscription de Jean-François Copé, le département de Christian Jacob, pour la candidate de Nicolas Sarkozy, nous avons mis en exergue tout un dispositif de campagne au travers de distribution de tracts politiques
au travers des municipalités de droite. Là, on voudrait nous faire croire que c'est la même chose. Pardon, on a la Chambre régionale des comptes qui a émis des réserves sur certains sujets quand elle est venue visiter la collectivité de Seine-Saint-Denis. Stéphane Troussel y a répondu. Et s'il y avait la campagne est partie. S'il y avait un problème, les magistrats de la CRC auraient saisi la justice. Là, on a un membre de la droite de Seine-Saint-Denis qui répond aux ordres pour faire le renvoi d'ascenseur. Nous sommes très sereins et nous répondrons point par point. Je vous coupe parce que la séance a repris. Merci beaucoup, Luc Carbonas. Merci beaucoup, Mickaël. Effectivement, direction la séance pour suivre en direct sur Public Sénat cette première séance de questions d'actualité. La séance est retransmise en direct sur Public Sénat et sur le site internet du Sénat. Je rappelle que les auteurs des questions disposent chacun de 2 minutes, y compris la réplique. La durée de 2 minutes s'applique également à la réponse des membres du gouvernement, le Premier ministre ayant une horloge spéciale. Voilà. La parole est maintenant à notre collègue Vincent Capo-Canellas pour le groupe Union des démocrates et indépendants Union centriste. Merci Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, la France a découvert hier des images ahurissantes lors de la réunion du comité central d'entreprise d'Air France. Ces images ont fait le tour du monde. Des dirigeants molestés, quasi lynchés, obligés de fuir sous les insultes d'un groupe minoritaire de salariés, agissant au mépris des lois et du simple respect de la personne humaine. Ces actes méritent la plus ferme des réprobations et des poursuites pénales. Les auteurs de ces délits ne sauraient engager la compagnie Air France, qui est au cœur du patrimoine français et qui a toujours porté haut les valeurs de travail d'équipe, de solidarité, de respect et su se tourner vers les défis de la conquête des passagers du monde entier. Air France est et restera une fierté pour nos concitoyens, une compagnie fidèle aux standards internationaux les plus élevés du transport aérien. Mais Air France doit s'adapter à une nouvelle donne, redevenir pleinement compétitive. Après plusieurs plans de performance, baisser ses coûts, renégocier son pacte social. Le principal syndicat de pilotes est justement pointé du doigt pour avoir refusé les propositions de la direction. L'ensemble du personnel est inquiet devant les mesures sociales annoncées avec des réductions très nettes de capacité et des licenciements en grand nombre. L'émotion, vous le savez, est considérable, Monsieur le Premier ministre. La situation est bloquée. Que compte faire le gouvernement pour aider Air France à franchir cette étape parmi les plus difficiles de son histoire? Avec 17% du capital et la connaissance que chacun a des difficultés très fortes du secteur du transport aérien français, vous ne pouvez pas rester au seul stade de la condamnation des délits. Allez-vous, Monsieur le Premier ministre, agir pour favoriser le dialogue, conduire les pilotes à bouger, certes, mais aussi répondre aux problèmes spécifiques du transport aérien français qui se trouve malheureusement à l'écart de l'augmentation mondiale du trafic? Il y a des rigidités propres à notre réglementation. Souhaitez-vous y répondre, renouer le dialogue social et répondre aux rigidités du transport aérien français? Merci. Pour vous répondre, la parole est à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, d'abord, mais je sais que vous l'avez fait il y a un instant, Monsieur le Président, je veux une nouvelle fois rendre hommage, bien sûr, à toutes les victimes des intempéries de ce week-end dans les Alpes-Maritimes. Le Président de la République, le ministre de l'Intérieur étaient sur place dimanche. Saluer tous ceux qui ont contribué à venir au soutien des populations affectées par ces inondations terribles et saluer l'engagement des sapeurs-pompiers, des policiers, des gendarmes, des agents de l'État et des collectivités territoriales, des élus eux-mêmes et des citoyens. Et nous aurons l'occasion d'y revenir au cours de cette séance de questions. Monsieur le sénateur Vincent Capo-Canellas, Air France est une très grande compagnie aérienne. Elle porte nos couleurs, c'est la 5e du monde. Sa situation n'est pas bonne, elle est confrontée à des défis majeurs. Elle a subi l'émergence depuis de nombreuses années du low cost et la concurrence de grandes compagnies, et pas seulement celles du Golfe, mais aussi des compagnies qui ont su se restructurer. Et pour survivre, pour se redresser, la compagnie doit impérativement renforcer sa compétitivité. Il n'y a pas d'autre choix. Nous avons déjà eu l'occasion avec Alain Vidalis de le dire, et c'est pour cela que l'État soutient cet effort indispensable et cet objectif, cette seule voie possible. Le statu quo ne peut pas être une option et c'est véritablement l'avenir de l'entreprise qui est en jeu.
les discussions entre la direction et les syndicats de pilotes sur la réalisation par les pilotes des engagements du plan Transform et sur le plan de compétitivité, de productivité Perform 2020, vous le savez, ont échoué mercredi soir. Et ce plan vise des gains de productivité à hauteur de 17%. L'effort de productivité demandé est un passage obligé pour restaurer la compétitivité. Chacun doit y participer et au premier rang, les pilotes. Donc c'est un message d'abord d'appel à la responsabilité, de lucidité des pilotes qui doivent, parce qu'ils ont en partie l'avenir de la compagnie dans leurs mains, qui doivent s'engager. Et je leur demande, et je demande à ces syndicats de prendre leurs responsabilités. Vous le savez, j'étais ce matin à Roissy pour rencontrer les présidents d'Air France KLM et d'Air France, le comité de direction, pour rencontrer ces deux hommes qui ont été humiliés, agressés par une foule. Ces images et ces actes, surtout, sont intolérables. Ils devront être punis avec la plus grande des sévérités. Rien ne peut justifier de tels actes. Et je veux aussi, parce qu'ils étaient là, saluer leur dignité. Et il faut que la condamnation soit absolue et totale. J'ai rencontré 3 secrétaires des comités d'entreprise, des instances représentatives, 3 syndicalistes de la CFDT, de la CFE-CGC, de la CGT. Les syndicalistes hier, je veux aussi le dire, ont protégé ces hommes qui étaient frappés, mais il ne peut y avoir aucune ambiguïté, il ne peut pas y avoir une confusion sur la violence. Un conflit social, ça n'est pas la même violence que celle qui est exercée sur des hommes qui, en plus, ont comme mission précisément le dialogue social. Et ces images, elles sont terribles pour la compagnie elle-même et évidemment pour notre pays. Donc des sanctions lourdes contre des faits qui relèvent du droit pénal. Bien sûr, j'ai voulu exprimer la solidarité du gouvernement à l'égard de ces hommes, à l'égard des vigiles aussi qui se sont interposés et à l'égard de la direction de l'entreprise parce que nous assumons pleinement nos responsabilités. Et la priorité et l'urgence, vous l'avez rappelé, Monsieur le Sénateur, Monsieur le Président, c'est de reprendre le dialogue. La solution au problème de l'entreprise devra être retrouvée en son sein. L'État actionnaire, 17%, assume et assumera toujours pleinement son rôle. Et c'est pour cela que nos représentants soutiennent les plans de la direction. Et notamment ce qu'on a appelé le plan A, parce que c'est celui qui doit permettre de faire reposer l'effort sur l'ensemble des salariés. Donc j'en appelle une nouvelle fois, comme je l'ai fait ce matin, comme le ministre Vidalis a déjà eu l'occasion de le faire, à la reprise du dialogue. Moi je crois, Monsieur le Sénateur, comme vous, aux vertus du dialogue social. Je ne crois pas qu'on puisse mettre de côté les syndicats représentants des salariés. Notre pays, au contraire, a besoin d'un dialogue constructif, à condition que chacun prenne ses responsabilités. Condamner la violence, engager le dialogue social, il est temps encore de redresser la compagnie et c'est cet appel que je veux relayer ici devant vous. Merci, Monsieur le Premier ministre. La parole est à notre collègue Madame Dominique Estrosi Sassone pour le groupe Les Républicains. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Intérieur et porte sur les conséquences des dramatiques intempéries survenues dans le département des Alpes-Maritimes qui ont fait 21 morts et de lourds dégâts. Je tiens à exprimer toute ma tristesse et ma compassion à l'égard des familles des victimes. Je tiens à exprimer également tout mon soutien à l'égard des milliers de sinistrés. Je tiens à saluer la mobilisation exceptionnelle des services de secours qui a permis d'éviter que le drame ne soit plus lourd. Monsieur le ministre, le président de la République et vous-même êtes venus sur place constater le désastre humain et matériel. L'état de catastrophe naturelle a été annoncé par le président de la République. Mais les exemples passés de la Faute-sur-Mer et de Draguignan montrent que les procédures sont lentes et que seul l'État
à la main pour venir en aide aux élus en publiant rapidement les arrêtés interministériels et en mettant tout en œuvre pour que la mobilisation des experts et des assurances soit totale. Monsieur le ministre, les communes des Alpes-Maritimes pourront-elles compter sur la parole de l'État et sur sa réactivité à mobiliser le fonds en aide aux collectivités? Mais face à de tels drames, aucune question taboue ne doit être éludée. Quand l'État mettra-t-il en œuvre une vraie politique de prévention des inondations? La facture du déluge qui s'est abattue sur la Côte d'Azur pourrait atteindre 500 millions d'euros. Or, le budget annuel consacré à la prévention des crues ne dépasse pas 300 millions d'euros. Quand les pouvoirs publics arrêteront-ils leur discours schizophrène qui consiste à dire tout et son contraire, dénoncer les ravages de la bétonisation tout en exigeant des communes qu'elles construisent toujours plus au péril de la vie des administrés? Les élus locaux ne cessent de subir la pression de construire de l'État. Durcissement de la loi SRU, loi Allure avec la préemption de terrain, surtaxe foncière pour les terrains constructibles mais non bâtis. Il est temps, Monsieur le ministre, de mettre un terme à l'application uniforme de telles lois et de tenir compte des spécificités de nos territoires. Pour vous répondre, la parole est à Monsieur Bernard Cazeneuve, ministre de l'Intérieur, pour 2 minutes. Madame la sénatrice, vous posez la question de l'engagement de l'État suite au drame qui s'est produit dans les Alpes-Maritimes ce week-end et qui a conduit le Premier ministre à se rendre sur place. Et vous nous interrogez sur le fait de savoir si la mobilisation de l'État sera à la hauteur du drame. Je vais vous apporter des réponses extrêmement précises. D'abord, le Président de la République a indiqué que l'état de catastrophe naturelle serait évoqué en Conseil des ministres dès demain. Ce sera le cas. À la demande du Président de la République et du Premier ministre, je ferai une communication et l'arrêté sera publié dès jeudi. Deuxièmement, je réunis au sortir des questions au gouvernement l'ensemble des administrations qui concourent au déblocage des fonds qui viennent en soutien notamment des collectivités locales, ainsi que le président de la Fédération française des sociétés d'assurance, d'une part pour regarder les conditions dans lesquelles on peut attribuer des avances aux personnes en deçà du délai de 3 mois qui généralement prévaut, et nous allons mobiliser le fonds catastrophes naturelles dès les prochaines semaines, dès les prochains jours, pour pouvoir permettre aux collectivités locales de procéder aux travaux en avance de phase et remettre en état les équipements publics du ressort de leur territoire. Vous vous inquiétez du fait de savoir si les délais seront longs. Les délais ne seront pas longs parce que nous avons procédé, ce gouvernement, à une réforme du dispositif d'accompagnement des collectivités locales après catastrophe naturelle en réduisant le temps des inspections, en simplifiant les procédures ouvrant droit à indemnisation et en fusionnant les fonds qui viennent en concours des collectivités locales pour faciliter l'indemnisation. J'ai d'ailleurs rehaussé le niveau des avances pour éviter que les collectivités locales ne soient confrontées aux problèmes auxquels elles ont pu être confrontées. Vous évoquez les problèmes d'urbanisme. J'ai pu me rendre avec le Président de la République sur place. Je n'ai pas senti que c'était les conséquences de la loi SRU ou de la loi Allure qui avait conduit à l'urbanisation, à la sururbanisation, puisque les bâtiments atteints avaient été construits plutôt dans les années 70 et 80. La parole est à notre collègue Michel Amiel pour le groupe du Rassemblement démocratique et social européen. Vous avez la parole, mon cher collègue. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les ministres, au moment où la loi sur les nouveaux droits des patients en fin de vie revient à l'Assemblée, une question reste en suspens, celle de la tarification des soins palliatifs et des soins en fin de vie dans le cadre rigide de la T2A, sigle un peu barbare qui signifie tarification à l'activité et qui, selon les propres termes de Madame la Ministre, n'est pas une fin en soi. Au-delà de la réflexion globale sur cet outil de gestion financière, se pose la question de l'articulation entre soins palliatifs et tarification. Je dis soins palliatifs et non pas seulement soins en fin de vie. Dès 2007, la Cour des comptes alertait sur la misère des soins palliatifs et un possible effet pervers de la tarification. En 2015, elle notait encore une absence de valorisation spécifique des soins palliatifs en moyen et long séjour. Seulement, un malade sur 3 qui devrait en bénéficier a réellement accès à ces soins palliatifs. Le remboursement des 12 premiers jours est basé sur un forfait de 6 100 €. Ce forfait est dû, même si le patient décède après le premier jour.
En étant cynique et en poussant le raisonnement jusqu'au bout, je dirais donc qu'au plus tôt le patient décède après son admission en unité de soins palliatifs, au mieux c'est pour l'équilibre financier de l'établissement. Cette vision de la tarification à l'acte est complètement délétère pour l'accompagnement en fin de vie et, pire encore, réduit le concept de soins palliatifs aux derniers jours de vie du patient. Alors que la culture palliative fait énormément de défauts dans notre pays par manque de formation des professionnels, comment expliquer à des patients qui sont orientés vers ces soins palliatifs qu'il ne s'agit pas de la fin de leur accompagnement? Je souhaite donc, Monsieur le Ministre, connaître vos propositions pour une meilleure prise en charge des soins palliatifs et particulièrement sur les problèmes de tarification des patients en fin de vie. Je vous remercie. Merci. Pour vous répondre, la parole est à Jean-Marie Le Guen, secrétaire d'État en charge des relations avec le Parlement. Vous avez la parole, Monsieur le Ministre. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Monsieur le sénateur Michel Amiel, tout d'abord, permettez-moi d'excuser Marisol Touraine, qui participe en ce moment au 70e anniversaire de la Sécurité sociale. Et au-delà de ça, qui est un élément évidemment tout à fait important, et puisqu'il a permis d'ouvrir un certain nombre de droits, et notamment le fait que vous puissiez, en première lecture, grâce à votre travail, à vous tout particulièrement, Monsieur le sénateur Amiel, mais aussi avec celui de votre collègue Gérard Deriot, améliorer véritablement cette loi de fin de vie, et notamment en matière de soins palliatifs. Vous avez permis, effectivement, d'une façon très précise, que soit reconnu à toute personne sur l'ensemble du territoire le droit à l'accès à des soins palliatifs. Et évidemment, vous posez de façon très judicieuse la question de la tarification actuelle, cette fameuse T2A, tarification à l'activité, qui, à l'évidence, et vous en avez fait la démonstration, n'est absolument pas adaptée à la situation de la prise en charge des soins palliatifs. Vous le savez, cette tarification à l'activité, elle participe aussi à d'autres éléments de financement de la vie hospitalière, sur lesquels nous sommes déjà revenus. Je pense notamment, pour ce qui concerne les petits hôpitaux de proximité, pour ce qui concerne aussi l'amélioration de la qualité des soins. Néanmoins, il faut que nous continuions à avancer évidemment sur ce sujet. C'est pourquoi le président de la République s'est engagé dans un plan triennal à renforcer directement par crédit fléché les moyens mis en mobilisation pour ces soins palliatifs. Et deuxièmement, nous aurons très bientôt une réunion avec les administrations concernées pour faire évoluer le financement de ces soins palliatifs. Voilà, monsieur le sénateur, l'engagement du gouvernement. On vous remercie encore de la manière dont vous-même et votre Assemblée s'est engagée sur ce sujet. Merci, Monsieur le Ministre. La parole est à M. Ronan Dantec pour le groupe écologiste. Vous avez la parole. Oui, merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues, ma question s'adresse à Monsieur Christian Eckert, secrétaire d'État au budget. Le scandale Volkswagen est très grave. Au vu de toutes les enquêtes épidémiologiques, et un rapport sénatorial l'avait confirmé, nous savons que chaque année, des enfants et des personnes fragiles meurent prématurément d'une concentration dangereuse en oxyde d'azote, à laquelle ont donc sciemment contribué les ingénieurs et dirigeants d'une entreprise qui se disait exemplaire. Face à des consommateurs de plus en plus défavorables, à une technologie qui ne répond pas aux défis environnementaux, agir résolument est aujourd'hui une urgence, y compris pour l'avenir de l'industrie automobile française et européenne. Les écologistes se félicitent tout d'abord de la volonté affirmée de la ministre de l'écologie du rattrapage de la fiscalité du diesel sur celle de l'essence. C'est une mesure nécessaire. Mais il faut une cohérence d'ensemble. Aussi, deux questions très précises, Monsieur le Ministre, pour accélérer cette transition. Êtes-vous prêt à remédier à l'absurdité d'une situation où l'exonération de TVA sur les carburants diesel et uniquement diesel des véhicules professionnels rend l'achat d'un véhicule essence prohibitif, par exemple pour les taxis parisiens? Et êtes-vous favorable, deuxième question, au renforcement du bonus automobile sur les petites cylindrées, bonus réduit aujourd'hui à un montant quasi symbolique, alors que ce ne sont pourtant quasiment que des véhicules essence peu polluants? Ces deux mesures simples et précises favoriseront les constructeurs français très bien positionnés sur le segment des petites cylindrées essence qui émettent aussi le moins de gaz à effet de serre. Pour vous répondre, la parole est à Monsieur Christian Eckert, secrétaire d'État en charge du budget. Vous avez la parole, Monsieur le Ministre. Merci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les sénatrices et les sénateurs. Monsieur le sénateur, votre question est parfaitement légitime à l'approche de la COP21, à l'issue d'un rapport de votre Assemblée sur les pollutions de l'air,
à la suite du scandale Volkswagen que vous rappelez. Mais elle se place dans un contexte plus général. Je veux attirer votre attention sur le fait que la fiscalité environnementale comporte beaucoup de composantes. La CSPE, contribution au service public de l'électricité, pour plus de 5 milliards d'euros et en forte augmentation. La TICPE, la taxe sur les carburants, c'est celle que vous évoquez. La contribution climat-énergie, qui a été mise en place cette fois avec succès par le gouvernement, et diverses mesures fiscales que vous avez rappelées. Pour autant, des évolutions doivent se faire sur la CSPE. Par exemple, Bruxelles nous met en demeure de changer ce dispositif pour des questions de compatibilité par rapport aux aides aux entreprises, notamment aux énergies renouvelables. S'il y a un rapport, monsieur le sénateur, tout simplement parce que aujourd'hui la CSPE ne porte que sur l'électricité. Or, un certain nombre de membres du gouvernement, un certain nombre de parlementaires souhaiteraient, parce que le but c'est de diversifier les sources d'énergie, élargir l'assiette de la CSPE. On peut également citer les interférences entre la contribution climat-énergie, la déductibilité que vous évoquez sur la fiscalité, la TVA, diesel, essence. Je pense que ces questions doivent se traiter de façon globale. Le gouvernement s'engage à les traiter de façon globale pour éviter les interférences entre différents dispositifs lors de l'examen du projet de loi de finances rectificative. Le travail est en cours. Vous souhaitez vous y associer et le Sénat, comme l'Assemblée nationale, y sera parfaitement associé. Monsieur Dantec. Écoutez, je ne peux que regretter la réponse sur la CSPE quand je parle de TVA diesel. Nous essayons de faire des questions très précises qui appellent des réponses précises. Et je regrette vraiment que monsieur le ministre n'ait pas finalement confirmé la dynamique mise en place par la ministre de l'écologie cette semaine qui dit il est temps de rattraper les fiscalités. Et la question que je posais, c'était une cohérence d'ensemble, et nous y reviendrons en loi de finances. Merci mon cher collègue. La parole est maintenant à Madame la Présidente Éliane Assassi pour le groupe communiste, républicain et citoyen. Vous avez la parole, Madame la Présidente. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre. Des violences inadmissibles que je condamne sans réserve avec mon groupe ont eu lieu entre des salariés d'Air France et dont deux dirigeants. Leur dignité humaine a été mise en cause et nous ne l'acceptons pas. Je l'affirme d'emblée. Cette colère incontrôlée est une impasse pour les salariés, c'est un piège redoutable. Les organisations syndicales, l'immense majorité des salariés de l'entreprise le savent. Ceux qui ont toujours combattu le monde salarial s'en donnent à cœur joie. Du MEDEF à M. Sarkozy qui assène, c'est la chienlit. Ce qui me dérange, c'est cette indignation à sens unique, surjouée. N'y a-t-il pas de responsable dans cette situation ? Pourquoi ne pas mettre en avant l'incurie de la direction sans stratégie qui a déjà sacrifié depuis 2012 5500 emplois avec le plan Perform et a annoncé hier la suppression de 2900 autres. Monsieur le Premier ministre, ne croyez-vous pas qu'il est temps d'avoir un mot pour ces milliers de drames humains, ces milliers de violences, certes hors écran, infligées par des décideurs qui ne servent pas l'intérêt national mais celui des actionnaires privés? Le choc, c'est la violence des images d'hier. Le choc, c'est aussi de voir un pays comme la France, 4e puissance mondiale économique, ne pas pouvoir préserver sa compagnie nationale. L'État actionnaire, Monsieur le ministre, ne peut laisser ainsi enterrer Air France, en particulier face à la concurrence des compagnies hors droit. Comment l'État actionnaire, Monsieur le ministre, l'État responsable va-t-il agir en ce sens? Pour vous répondre, la parole est à Monsieur Alain Vidali, secrétaire d'État en charge des transports. Vous avez la parole, Monsieur le ministre. Merci, Monsieur le Président. Madame la Présidente, je pense que hier, après les incidents, chacun a trouvé les mots justes de manière à ce qu'il n'existe plus aucune confusion possible entre l'action syndicale et ce qui s'est passé. Vous l'avez redit, et il ne faut pas tomber dans le piège des commentateurs qui continuent à faire des assimilations. Je crois que tout le monde ici a dit les choses clairement. On est sur des agissements inacceptables, des violences dont la seule issue envisageable est la sanction pénale. Vous interrogez le gouvernement sur sa stratégie. Le Premier ministre a répondu sur la question de l'État actionnaire
en indiquant très clairement que personne ne peut changer la réalité de cette compagnie. Il y a un objectif, elle perd de l'argent, on le sait bien, sur les longs courriers. Et aujourd'hui, le projet, c'est de supprimer une quinzaine d'avions. Il faut se rappeler qu'un avion, c'est 320 salariés. C'est ça la réalité. Et que la compagnie a proposé tout simplement qu'il y ait une négociation. Il n'y a qu'un objectif et deux voies possibles. La voie de la négociation, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'effort est partagé entre tous les salariés, y compris les pilotes d'abord, puisque c'est de leur décision que dépend la possibilité de négocier avec les autres. Et là, il n'y a aucun licenciement. Et évidemment, quand il y a eu échec du dialogue, alors la compagnie a annoncé les 2900 licenciements. Mais le temps du dialogue n'est jamais terminé et on peut revenir à une situation où effectivement l'objectif est atteint et qu'en même temps la compagnie continue. L'État, en tant que régulateur, déjà l'année dernière, nous avons modifié la redevance sur les passagers en transit. C'était 28 millions. Cette année, c'est 63 millions. Ça fait 90 millions d'euros de fonds publics qui ont été donnés à la compagnie pour améliorer. Par rapport aux compagnies du Golfe, j'ai pris l'initiative, la France, à la Commission européenne, avec l'aide de l'Allemagne, d'engager une procédure que la Commission a acceptée. Donc l'État ne reste pas, même en tant que régulateur, les deux pieds, il défend la compagnie française. Encore faut-il aujourd'hui que le principe de réalité nous amène tous ensemble à trouver des solutions pour garantir l'avenir de l'Air France. Merci, Monsieur le Ministre. La parole est à notre collègue Marc Daunis pour le groupe socialiste et républicain. Oh, pardon, Madame la Présidente, je n'ai pas encore tout à fait le réflexe. Vous avez la parole pour répliquer. Excusez-moi. Oui, Monsieur le Ministre, l'avenir de l'entreprise est en jeu et c'est d'autant plus vrai quand l'entreprise Air France contribue pour 1,4% du PIB français. Donc c'est une grande entreprise nationale et l'État, qui en est actionnaire à 17%, ne peut la laisser mourir et de facto faire perdre leur emploi à des milliers de salariés. Donc oui, le dialogue doit exister, mais un vrai dialogue social et non pas à sens unique. Car comme le disait Jaurès, le patronat n'a pas besoin, lui, pour exercer une action violente, de gestes désordonnés et de paroles tumultueuses. Merci, Madame la Présidente. Pardonnez-moi. La parole est à notre collègue Marc. Monsieur le Premier ministre. Oui. Ah, vous avez le droit à une horloge spéciale. Brièvement, simplement. Un mot, bien sûr, Monsieur le Président. Je ne veux pas en abuser, mais puisque nous sommes dans un exercice nouveau, notre appel, Madame la Sénatrice, Madame la Présidente, c'est au dialogue social. Et nous l'avons rappelé à chaque fois et à l'égard de tous les salariés. Et il faut à tout prix que les pilotes rentrent, Monsieur Laurent, dans ce dialogue, car sinon ce sont tous les autres salariés qui seront pénalisés. Et ce matin, j'ai rencontré, Monsieur Laurent, les 3 organisations syndicales et elles nous disent exactement la même chose. Et nous avons demandé, nous continuerons à demander à chacun d'avancer. Mais dans ces moments, précisément parce que nous pouvons partager le même but, je ne veux pas confondre, au moment où il y a ces images, Madame la Sénatrice, qui choquent le monde, qui choquent les Français et qui choquent d'abord tous les salariés d'Air France, je ne peux pas et je ne confondrai pas les violences. S'attaquer ainsi à la dignité de ces hommes, comme vous l'avez dit, c'est intolérable et il ne peut pas y avoir de confusion dans les propos. Si cette fois-ci, la parole est vraiment à Monsieur Daunis pour le groupe socialiste et républicain. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues. Ma question s'adresse à Bernard Cazeneuve, ministre de l'Intérieur. Cela a été rappelé dans l'hémicycle, nous avons vécu dans les Alpes-Maritimes, dans la nuit de samedi à dimanche, un véritable déluge qui n'était pas un mythe, lui. Plus de 20 morts, des écoles, entreprises saccagées, routes broyées, ponts emportés, habitations lourdement endommagées, mais surtout des femmes et des hommes traumatisés. En tant que maire de Valbonne, Sophia Antipolis, j'ai vécu ces pluies diluviennes sur le terrain. Les élus, personnels municipaux, territoriaux, gendarmes, policiers, pompiers, citoyens, la solidarité s'exprime. Elle est remarquable. Elle est chaleureuse et réconfortante. Elle tranche d'ailleurs fort heureusement avec la teneur de certaines déclarations, y compris présentement dans cet hémicycle. Et devant de tels événements, la retenue s'impose. Ayons la décence de ne pas nous abandonner à des polémiques stériles qui parfois fleurent bon le politicien, quand sous la
à propos de la couleur de l'alerte ou des conclusions hâtives sous le coup d'une légitime émotion concernant des sujets aussi complexes que l'urbanisme, la prévention des risques ou encore l'application de la loi Allure. D'ailleurs, à ce propos, au jeu des responsabilités, le risque de l'arroseur arrosé n'est pas forcément à exclure. C'est pour ça que le président de la République et vous-même, dès dimanche hier, Madame la ministre Laurence Rossignol, vous avez constaté l'ampleur de cette catastrophe. Les mesures sont prises d'urgence, je m'en félicite. Monsieur le ministre, néanmoins, l'inquiétude est forte pour aujourd'hui et demain. Comment comptez-vous procéder pour que les engagements pris le soient le plus rapidement efficaces et surtout scrupuleusement tenus dans le moyen et le plus long terme? L'inquiétude est très grande de la part des élus locaux et de la population. Merci. Pour vous répondre en 2 minutes, la parole est à Monsieur le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve. Vous avez la parole. Monsieur le sénateur, vous étiez présent avec des élus de toute sensibilité, parlementaires, maires, lors de la visite du président de la République. Et j'ai pu, comme vous, constater qu'il y avait sur le terrain une belle unité, des élus qui manifestaient bien légitimement leurs préoccupations face à un drame terrible. Il y avait la volonté de tous ceux qui étaient présents à tout niveau de responsabilité d'exprimer leur compassion. Et puis il y avait aussi ce que nous avons vu et qui justifie que nous puissions nous réunir pour exprimer nos remerciements, des pompiers des SDIS valeureux, courageux, qui avaient travaillé toute la nuit pour sauver des vies et qui en ont sauvé en nombre. Il y avait les marins-pompiers de Marseille, il y avait les militaires des Formisques, il y avait 300 policiers et gendarmes qui, eux aussi, ont contribué à apporter des concours. Et je pense que nous pouvons tous constater que quand il y a des épreuves terribles dans notre pays, avec une telle dimension de drame et de tragédie, il y a surtout des hommes, des femmes qui représentent le service public, qui se rassemblent, qui s'unissent, qui donnent le meilleur d'eux-mêmes. Et je pense que cela justifie qu'en cette enceinte, nous puissions exprimer notre profonde reconnaissance et notre profonde gratitude. Ensuite, il y a la nécessité de très vite réparer. C'est notre objectif, c'est notre mobilisation. Demain, il y aura un Conseil des ministres. La situation de catastrophe naturelle sera décrétée. Il y aura la publication d'un arrêt de catastrophe naturelle dès jeudi. Le fonds calamité nationale sera mobilisé dans la foulée et le temps des inspections sera réduit au minimum de manière à ce que les fonds puissent être débloqués dans les meilleurs délais. Je réunis les compagnies d'assurance tout à l'heure pour examiner les conditions dans lesquelles on peut procéder au versement des avances dans un laps de temps extrêmement court. La mobilisation est donc générale pour que l'indemnisation arrive vite, que les réparations puissent intervenir, que les collectivités locales et les particuliers puissent être aidés. C'est ainsi que nous honorerons les engagements qui ont été pris dimanche dans le département des Alpes-Maritimes. Merci, Monsieur le ministre. La parole est maintenant à notre collègue François Baroin pour le groupe Les Républicains. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. À l'heure où nous nous adressons à travers ces questions d'actualité au Sénat, un homme, un policier de 36 ans, est entre la vie et la mort. Il a payé d'ores et déjà, lui, sa famille, ses collègues de la BAC, l'ensemble des collègues policiers, gendarmes, les forces de l'ordre sur notre territoire, un lourd tribut. Les médecins annoncent un cas de détresse vitale. Qu'il me soit permis, au nom du groupe auquel j'appartiens et au nom duquel je m'exprime, les Républicains, à l'instar de la représentation nationale, d'adresser nos pensées les plus émues à sa famille, à ses proches, à ses collègues, ainsi à travers ce message qu'à l'ensemble des forces de l'ordre sur notre territoire qui, dans un contexte de terrorisme développé, matin, midi et soir, s'efforcent de garantir la sécurité de nos compatriotes. Nous avons appris, mais je vais vous demander de nous le confirmer, que le meurtrier faisait l'objet d'une surveillance d'une fiche classée S, ce qui n'est pas une classification parmi d'autres, c'est au titre de la sûreté de l'État. Je vous demande donc, Monsieur le Premier ministre, de nous confirmer dans un premier temps qu'il y avait bien une fiche S sur cet individu. Nous avons appris qu'il avait obtenu une permission de sortie, qu'il n'était pas rentré. Cette permission de sortie était le 27 mai. Plusieurs mois se sont écoulés. Nous avons appris que cet individu, avec un casier judiciaire long comme le bras,
faisait l'objet d'une surveillance S, mais pour des relations avec une mouvance islamiste. Le confirmez-vous? J'ai 3 questions très simples. La première, comment fonctionnent les services de la DGSI avec les juges d'application des peines pour qu'un individu de sa nature, surveillé à ce titre-là, puisse sortir? La deuxième, quelles mesures comptez-vous prendre pour que l'incompréhension et la colère qui grondent dans le pays sur cette affaire puissent être apaisées? Pour vous répondre, la parole est à Monsieur le ministre de l'Intérieur. Monsieur le sénateur François Baroin, je me suis rendu hier après-midi auprès des policiers de Saint-Denis pour exprimer ma solidarité, ma tristesse et être auprès d'eux, comme j'ai essayé d'être auprès d'eux avec le Premier ministre lorsque des policiers du service de protection des personnalités sont tombés au mois de janvier ou lorsque un policier, Ahmed Merabé, avait trouvé la mort après que des barbares l'avaient abattu froidement. Parce que cette solidarité, elle est normale et elle est un devoir d'État. Que s'est-il passé précisément? Un individu qui était en prison a été, dans des conditions qu'a précisé la garde des Sceaux tout à l'heure, et dans le cadre des dispositions législatives en vigueur, a bénéficié d'une possibilité d'accomplir les formalités après le décès de son père. Moi, je n'ai pas à me prononcer sur une décision qui a été prise par un juge, parce que la séparation des pouvoirs existe, et qu'y compris lorsqu'il y a de l'émotion et lorsqu'il y a des drames, les principes de droit doivent être appliqués. Après que cette évasion a eu lieu, l'individu a été signalé comme étant radicalisé. C'est à ce moment-là qu'une fiche S a été établie le concernant, et seulement après, et pas avant. Et la fiche S, il était normal qu'elle soit établie, de la même manière qu'il était normal qu'il soit inscrit au fichier des personnes recherchées, parce que c'était un élément indispensable à sa récupération. Imaginez qu'il ait franchi le territoire national, il était normal qu'on procède à cette inscription, parce que c'était la condition pour que la fiche S sonne et qu'on puisse le récupérer. À partir du moment où cet événement s'est produit, l'ensemble des services de l'État se sont mobilisés pour procéder à sa récupération, et ce sont les services de police hier qui ont payé un lourd tribut en procédant à la neutralisation de cet individu qui était un individu extrêmement dangereux. Et je veux rendre hommage aux policiers qui, dans ces circonstances, ont fait un travail absolument remarquable et qui mérite toute notre considération. Si la parole est à Madame Corinne Ferré pour le groupe socialiste et républicain pour 2 minutes maximum. Merci Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les ministres, chers collègues, ma question s'adresse à Monsieur le Secrétaire d'État chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche. Cette rentrée universitaire marque une attractivité renouvelée de nos établissements d'enseignement supérieur. Alors que la hausse était de 30 000 étudiants par an en 2013 et 2014, on en compte 65 000 de plus inscrits pour 2015. Ces chiffres sont la manifestation tangible du succès de nos universités et de nos écoles. Et plus généralement, la preuve que le double mouvement de démocratisation de notre enseignement supérieur et d'élévation des qualifications et des diplômes est désormais engagé. Cette évolution s'est accompagnée d'efforts renforcés et continus depuis 3 ans, en matière de qualité des enseignements, de soutien à la vie étudiante et d'amélioration des conditions matérielles et humaines d'accueil des étudiants. Néanmoins, certaines inquiétudes demeurent. Fin septembre, des étudiants manifestaient pour réclamer une meilleure lisibilité des formations dans le sport et la fin du tirage au sort à l'entrée dans les études, faute de places suffisantes. Une journée de mobilisation de tous les acteurs de l'enseignement supérieur et de la recherche est prévue le 16 octobre prochain. Monsieur le Secrétaire d'État, la stratégie nationale pour l'enseignement supérieur propose d'accroître le niveau général de qualification dans notre pays en fixant à l'horizon de 10 ans un objectif de 60% d'une classe d'âge diplômée de l'enseignement supérieur. Cette ambition pose la question du comment et quels moyens. Elle est centrale, suscite des controverses dans un contexte marqué par une baisse des investissements destinés à l'enseignement supérieur et la recherche dans les CPER 2015-2020. La semaine dernière, lors d'un déplacement à Avignon, Monsieur le Premier ministre a annoncé qu'il n'y aurait pas de ponction des fonds de roulement des universités, comme cela avait été le cas pour le budget 2015. Il s'est engagé à un effort exceptionnel
100 millions d'euros supplémentaires pour Votre le budget question. de l'enseignement supérieur et de la recherche pour 2016. Ma question est donc la suivante. Les 100 millions annoncés par le Premier ministre sont-ils des crédits nouveaux? Est-ce le résultat de la non-ponction du fonds de roulement des universités? Ces 100 millions seront-ils uniquement destinés au programme 150, donc aux universités? S'agit-il d'un virement au budget de l'éducation nationale dans son ensemble? Je vous remercie. Monsieur Le Guen, Monsieur le ministre, vous avez la parole pour répondre. Merci, Monsieur le Président. Madame la sénatrice Corinne Ferret, la rentrée 2015 confirme et amplifie la tendance enregistrée depuis 2012 avec un accroissement sans précédent du nombre d'étudiants inscrits. C'est une chance pour notre pays, le diplôme restant notamment la meilleure protection contre le chômage. L'année 2015-2016 marque une nouvelle étape dans l'amélioration de la situation sociale des étudiants. Après la mobilisation de près de 500 millions d'euros en faveur des bourses sur critères sociaux depuis 2012, le président de la République a présenté la semaine dernière un plan national de la vie étudiante pour simplifier les démarches et renforcer la vie de campus ainsi que l'accès au droit à la santé pour tous les étudiants. Nous poursuivons également l'effort de construction de 40 000 nouveaux logements d'ici la fin 2007. Donc des moyens renforcés, une action volontaire, car suite à l'action du Premier ministre, je vous confirme que les dotations des établissements d'enseignement supérieur progresseront de 165 millions d'euros en 2016. Cet investissement permettra notamment de financer une nouvelle vague de 1000 créations d'emplois, d'accompagner les établissements qui doivent faire face à une augmentation du nombre d'étudiants et favoriser la réussite du premier cycle. Grâce à ces moyens, nous serons en mesure de prendre dans les prochaines semaines des décisions pour développer le développement professionnel continu à l'université. Nous apporterons également des réponses concrètes aux difficultés d'orientation des jeunes. C'est à ces conditions que nous pourrons parvenir à l'objectif fixé par le président de la République, à savoir 60% d'une classe d'âge diplômée de l'enseignement supérieur. Merci de votre soutien. Merci, Monsieur le ministre. La parole est à notre collègue Madame Natacha Bouchard pour le groupe Les Républicains. Merci, Monsieur le Président. La question s'adresse à Monsieur le Premier ministre concernant un problème d'immigration. Monsieur le Premier ministre, la justice vient de nous infliger un nouveau camouflet. Ce week-end, pour la énième fois, des migrants se sont rués sur le site d'Eurotunnel, provoquant des dégâts très importants. Sur les 113 migrants qui s'y sont introduits par effraction, 23 d'entre eux ont pu être interpellés par la police et placés en garde à vue. À la surprise générale, le procureur a décidé de ne pas engager de poursuite pour ces faits graves, concernant un site aussi sensible que le tunnel sous la Manche. Selon le procureur, ces 23 personnes ne pourraient être considérées comme les investigateurs de cette action, ni être légitimement poursuivies, dès lors qu'une majeure partie des coupables n'a pas été interpellée. Monsieur le Premier ministre, de qui se moque-t-on? Quand la justice prendra-t-elle enfin au sérieux les troubles à l'ordre public que cause le phénomène migratoire à Calais, en refusant de sanctionner ces personnes, en renonçant à leur faire quitter le territoire français? L'État donne le sentiment d'abandonner le Calaisis. Cette situation a des effets catastrophiques pour cette économie locale. Chute de la fréquentation touristique, délocalisation, découragement des investisseurs. Et donc, on n'admet plus le laxisme de l'autorité judiciaire. Monsieur le Premier ministre, quand la justice et l'État vont-ils enfin se décider à faire respecter l'ordre public? Les Calaisiens, comme tous les Français d'ailleurs, y ont droit. Merci, monsieur. Le ministre de l'Intérieur vous répond. Madame la sénatrice, vous dites la justice et l'État, mais je ne veux pas vous compromettre. Nous nous parlons quand même très régulièrement, vous et moi, sur les sujets de Calais et de la sécurité à Calais. Vous savez que j'ai délégué près de 550 forces supplémentaires à Calais. Il y a à Calais 7,5 unités de forces mobiles. J'ai décidé ce week-end d'augmenter encore, compte tenu des intrusions auxquelles vous faites référence, le nombre des forces. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a des violences, tout simplement parce qu'il y a des migrants qui perdent la vie,
parce qu'il y a des risques pour les infrastructures de transport, mais surtout, et c'est ce qui me préoccupe le plus, des risques pour les migrants eux-mêmes et un trafic organisé par des passeurs que nous démantelons. Vous demandez ce que fait l'État, vous le savez parfaitement pour ce qui concerne le démantèlement des réseaux de passeurs, puisque nous avons démantelé en France 190 réseaux de passeurs représentant près de 3300 personnes, et parmi ces 190 réseaux, il y en a une trentaine à Calais et à Dunkerque représentant à peu près 800 personnes. Donc nous agissons. Vous me posez la question de la décision prise par le procureur concernant les 23 qui ont été récupérés dans le tunnel et qui n'ont pas été judiciarisés. Je vous le redis, même si ça doit susciter énormément de cris sur ces bancs, mais dans ma responsabilité de ministre de l'Intérieur, par respect pour l'État de droit, par respect pour les principes constitutionnels, je ne commande pas les décisions de justice. Ceci étant, j'ai pris des dispositions ce week-end. Et je vous en ai fait part, Madame Bouchard, en demandant à la préfète de se mettre en contact, dans le respect de l'indépendance de la justice, avec le procureur de la République, de manière à ce que nous puissions judiciariser avec beaucoup de fermeté le comportement de ceux qui témoignent de violences à Calais et dans les infrastructures de transport. Cette réunion a eu lieu ce matin, précisément, et je suis convaincu que la fermeté dont témoigne le ministère de l'Intérieur sur ces sujets sera suivie des faits. Madame Natacha Bouchard. Monsieur le ministre, vous avez bien compris ma question. Les OPJ, les forces de l'ordre, font un travail remarquable et je tiens à les saluer. Il n'empêche qu'ils sont épuisés parce que la justice ou le représentant de la justice porte des jugements subjectifs. Par conséquent, ne pourrait-on pas saisir dans ce type de situation une instance à définir 1. Quand on relâche des personnes prises en flagrant délit. Il faut conclure. 2. Quand on convoque des personnes en situation irrégulière non identifiées 2 ou 3 mois après, sachant que d'ici là, elles seront dissoutes dans la nature. La parole est maintenant à notre collègue Yves Daudigny. Oh, Monsieur le Premier ministre, oui. Mais oui, non mais... Un mot. Vous ne pouvez pas... Un mot. Et je pense que le message sera entendu, dans le respect strict de l'indépendance de la justice, mais chacun doit se comporter avec la très grande responsabilité. Chacun. Et chacun doit donc assumer ses responsabilités dans cette affaire. C'est tout ce que je voulais dire. La parole est à Monsieur Yves Daudigny pour le groupe socialiste et républicain. Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs les ministres, mes chers collègues, ma question s'adresse à Marisol Touraine, ministre des Affaires sociales, de la Santé et des droits des femmes, absente parce qu'elle célèbre actuellement un formidable anniversaire. Oui, mes chers collègues, notre sécurité sociale fête 70 ans d'existence. Et cet anniversaire confirme la justesse de la vision de ses pères fondateurs. Depuis 70 ans, elle assure, comme nulle part ailleurs, la meilleure couverture des risques, de la manière la plus juste au plus grand nombre et au moindre coût. La gestion du régime général représente moins de 4% des prestations versées. C'est presque 3 fois moins qu'aucune autre assurance. Le reste à charge est parmi les plus faibles de l'OCDE et il s'est encore réduit cette année. Cela mérite d'être dit et répété parce que, comme en chaque période difficile, les voix conservatrices de l'ancien système, celles qui avaient baissé le ton en 1945, se font à nouveau entendre jusqu'à susciter des désaffiliations. Il est d'autant plus important de marquer avec solennité ce jour anniversaire. À cette occasion seront récompensés les lauréats du concours, les jeunes et la sécurité sociale. L'un des groupes a écrit, des lycéens, je cite, « L'absence d'une vraie sécurité sociale lors de la Grande Dépression d'avant-guerre a probablement été un facteur aggravant parmi toutes les causes qui ont conduit à l'horreur, alors qu'elle constitue un filet de sécurité sans lequel l'affaiblissement du lien social et l'exclusion seraient bien pires. »
Afin que vive la sécurité sociale, notre gouvernement en a proposé une nouvelle approche de long terme à travers la stratégie nationale de santé. Merci, Monsieur le ministre, de nous rappeler les réformes déjà mises en œuvre et celles programmées au service de ce projet d'avenir pour ceux qui entendent la modernité comme l'expression de la solidarité, de la justice et de la responsabilité. Pour vous répondre, la parole est à Jean-Marie Le Guen, en charge des relations avec le Parlement. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur, effectivement, la sécurité sociale, nous en célébrons aujourd'hui le 70e anniversaire, mais nous faisons partie de ceux qui non seulement la célébrons, mais nous la défendons et nous voulons la promouvoir, parce que nous savons que c'est une des valeurs fondamentales de notre société, un capital essentiel pour l'ensemble de nos concitoyens. Alors, Monsieur le sénateur, vous l'avez effectivement rappelé, depuis 2012, nous avons agi pour d'abord défendre ces prestations, faire en sorte qu'elles cessent de reculer et qu'enfin nos compatriotes puissent bénéficier dans tous les domaines d'une égalité et d'une qualité d'accès aux soins et aux prestations. Nous avons aussi avancé sur de nouveaux droits, nous avons réformé, qu'il s'agisse des retraites avec le compte de la pénibilité, qu'il s'agisse de la modernisation de nos prestations familiales, qu'il s'agisse, vous l'avez rappelé, aussi du domaine de la santé, ce que nous allons faire au PLFSS 2016, puisque nous allons développer la protection universelle maladie qui créera effectivement, avec la complémentaire, dans la suite de l'accord sur l'ANI, une véritable prise en charge pour l'ensemble de nos concitoyens. Mais nous n'avons pas fait simplement que défendre et améliorer les droits, que moderniser la gestion. Nous avons aussi diminué les déficits. Depuis 2012, c'est plus de 40% des déficits qui ont baissé grâce à la gestion de cette majorité qui a fait en sorte que l'avenir de notre protection sociale, l'avenir de notre sécurité sociale soit assuré par des financements, par une gestion qui soit effectivement garante de son avenir. Voilà comment et pourquoi nous sommes les défenseurs de cette sécurité sociale, parce que nous la construisons, nous la modernisons et nous la défendons en lui donnant une bonne gestion. Monsieur le ministre, je vais maintenant suspendre la séance. Elle sera reprise à 17h50 pour le débat sur la situation et l'avenir de l'agriculture. Voilà pour cette première séance de questions d'actualité du mardi. Vous les avez suivies en direct sur Public Sénat. On y revient tout de suite avec nos invités. Et pour débattre de cette séance de questions d'actualité au gouvernement, deux invités m'ont rejoint sur ce plateau. Chantal Joanneau, bonjour. Vous êtes sénatrice UD-UC de Paris. Merci d'être avec nous. Face à vous, Jacques Mézard, bonjour. Vous êtes sénateur RDSE du Cantal. Vous êtes président de ce groupe RDSE ici au Sénat. Merci d'être avec nous. Avant de débattre de ce qui vient de se passer dans l'hémicycle, on va tout de suite retrouver Tam Tranui. Tam, pour un bilan de cette première séance de questions d'actualité. Une nouveauté ici au Sénat. Oui, une nouveauté et un gros succès pour ces premières questions d'actualité du mardi. L'hémicycle était comble, il y avait plus de 300 sénateurs présents. On parle même de 305 sénateurs présents au début des questions d'actualité et encore, il y en a d'autres qui sont arrivés au cours de la séance. C'est très important et c'est dire l'importance de ces nouvelles questions d'actualité pour les sénateurs, c'est dire également l'efficacité des nouvelles sanctions financières qui ont été instaurées par la réforme du Sénat. Alors non seulement c'était un hémicycle comble, mais c'était un hémicycle très animé, une véritable arène avec des applaudissements, des huées et 3 prises de parole du Premier ministre Manuel Valls, dont 2 sur la situation d'Air France. Notamment, il s'est exprimé sur les images de ces dirigeants attaqués par les salariés, des images dont la violence a choqué, des images qui ont parcouru le monde. Le Premier ministre a été applaudi à droite comme à gauche quand il a redit sa fermeté quant à ces attaques. Il estime en effet qu'il faut punir avec la plus grande sévérité ces attaques à la dignité de ces hommes. Merci beaucoup Tam. Et justement, on va retrouver Michaël Zamès en direct de la salle des conférences. Michaël, vous êtes avec le Premier ministre Manuel Valls qui a tenu à être présent et qui a répondu aux sénateurs pour cette première séance de questions d'actualité. C'est à vous Michaël, vous êtes en direct. Oui, monsieur le Premier ministre qui répond en direct sur l'antenne de Public Sénat. C'est une première, ce genre de questions et de réponses. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Bon, on verra à la longue, mais c'est vivant. Ça permet un dialogue entre le Sénat, majorité ou opposition sénatoriale,
et le gouvernement. Et je pense qu'en plus, je le dis au président Larcher, l'hémicycle, moins passionné, moins vaste d'ailleurs que celui de l'Assemblée nationale, permet peut-être davantage ce dialogue et d'avoir une séance vivante, c'est le but. Et puis, grâce aux nouvelles mesures prises par le Sénat, il y avait beaucoup de sénateurs. C'est ce que je voulais dire, il y a du monde pour venir vous voir. J'ai vu des visages que je ne connaissais pas, mais c'est bien, ça permet, je pense, au Sénat et au Parlement d'une manière générale de gagner en force et en crédibilité. On a vu sur le ton des questions, beaucoup de questions sur Air France notamment, vous avez beaucoup parlé aujourd'hui. Peut-être cette réaction de la part de Nicolas Sarkozy quand il emploie le mot chienlit, vous en avez parlé à l'Assemblée, vous en avez parlé au Sénat. Le débat est en train de déraper, vous ne trouvez pas? Je pense qu'il faut faire attention dans notre société. Il y a des mots qui ont leur importance dans notre histoire. Il y a des phrases, des comportements dans une société qui est touchée depuis longtemps par la crise, par une crise économique, sociale, mais aussi une crise de confiance. Tout mot, toute attitude, surtout de la part d'un ancien président de la République, peut très vite enflammer le débat. Moi, je condamne et j'ai condamné avec la dernière des forces et des énergies ce qui s'est passé à Air France. Je me suis rendu sur place, j'ai témoigné de ma solidarité à l'égard des cadres qui ont été humiliés, bousculés, secoués. Je veux saluer leur dignité. Chacun doit prendre ses responsabilités, les syndicats de pilotes, l'ensemble des syndicats, beaucoup, la plupart ont condamné ces agissements, mais il ne faut pas tout confondre. On a besoin, dans une société, d'organisation, on a besoin de syndicats, on a besoin de forces politiques, on a besoin d'élus, on a besoin d'associations, on a besoin que les Français soient représentés. S'il n'y a rien, alors à ce moment-là, c'est l'extrémisme et le populisme qui l'emportent. Et je pense qu'en effet, le débat, que la Sarkozy d'une certaine manière le démontre, est entre ceux qui se battent, qui veulent une société de responsabilité, et ceux qui aujourd'hui veulent au fond mettre en cause ce qui fondent même ce qu'est la représentation dans notre pays. La rupture, ce n'est pas une bonne chose pour le pays. La responsabilité et la réforme, plus que jamais, oui. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre, d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup, Mickaël, pour cette réaction du Premier ministre. Chantal Jouanneau, vous avez vécu cette première séance de questions d'actualité au gouvernement avec ce nouveau droit de réplique. Qu'en avez-vous pensé? Est-ce que ça fonctionne bien? Ça fait partie de l'ensemble des mesures de modernisation prises par le président Larcher, avec d'ailleurs un certain nombre de sénateurs. Moi, je trouve ça excellent. C'est-à-dire que ça crée effectivement l'obligation pour le gouvernement d'argumenter, pas simplement d'être dans les éléments de langage. J'ai été membre du gouvernement, donc je connais très bien le principe des éléments de langage. Quand il n'y a pas de réponse, c'est extrêmement facile. Parce que vous avez vos éléments de langage, il n'y a pas de réponse possible. Donc, à part des hurlements dans l'hémicycle, il n'y a rien d'autre. Donc, c'est vraiment, ça apporte quelque chose. Je comprends la position du gouvernement un peu gêné qui répond là, ici, de manière un peu fuyante sur on verra bien à l'usage, parce que c'est vrai que l'État n'a pas l'habitude qu'on lui réponde. Le Premier ministre a toujours la possibilité de répliquer une nouvelle fois, mais ça apporte un vrai dynamisme au débat. Oui. Avant de vous faire réagir, Jacques Mézard, on va retourner en salle des conférences où se trouve toujours Mickaël Zamès. Et cette fois, vous êtes avec Gérard Larcher, le président du Sénat. Mickaël. Oui, pour avoir son avis sur cette nouvelle séance de questions d'actualité. Monsieur le Président, on a vu une nouvelle forme, des questions, des réponses de la part des sénateurs et une réplique. Oui, une réplique pour les sénateurs qui le souhaitaient. Et vous avez vu aussi un Premier ministre répliquer aux sénateurs. Je crois que c'est l'occasion d'un débat plus vrai, plus authentique, un échange qui va au bout de la question. Et je crois que c'est essentiel pour faire vivre la fonction de contrôle du Parlement et notamment du Sénat. Le Sénat a cette mission de contrôle, en dehors de voter la loi, de tracer des perspectives. Et je crois qu'une séance de questions d'actualité, alternativement le mardi et le jeudi, sera utile pour renforcer la fonction de contrôle du Parlement, mais aussi par l'intermédiaire de Public Sénat, d'être, j'allais dire, un regard que les citoyens peuvent porter sur l'institution qu'est le Sénat. Ils sont venus nombreux, en plus les sénateurs, on a vu beaucoup de monde. Les sénateurs étaient nombreux et je crois que la formule vivante, elle leur convient, elle leur plaît. Nous étions dans un système un peu académique. Vous voyez qu'on a un peu brisé l'académisme pour être dans un échange plus authentique. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions en direct. Delphine, on se retrouve un petit peu plus tard.
Merci beaucoup, Mickaël. Jacques Mézard, une réaction à ce qu'on vient d'entendre. Finalement, ce droit de réplique, vous me le rappeliez à l'instant, c'est aussi grâce au groupe RDSE du Sénat. Oui, c'est une proposition de notre collègue Pierre-Yves Collombat que j'avais défendue en séance publique et je suis heureux de voir que d'abord le Sénat a adopté cette proposition et que ça fonctionne. Nous avions un souhait de redynamiser le débat. Le débat, il faut qu'il soit fort, il faut se respecter, mais en même temps, il est normal et c'est sain pour le débat démocratique qu'il puisse y avoir une réplique. On n'est pas obligé de l'utiliser, mais on voit et on a vu aujourd'hui le résultat, parce que ça donne du dynamisme, c'est vraiment un progrès démocratique. Et moi, je me réjouis que le Sénat, bien avant l'Assemblée nationale, puisque c'est le rapport Bartolone le propose pour l'avenir, nous l'avons déjà fait. Ça veut dire que nous sommes très en avance sur l'Assemblée nationale. Oui, ça gêne le gouvernement, selon vous, cette nouvelle séance de questions d'actu? Chantal Joanneau, qui a été membre du gouvernement, sait que c'est quand même un exercice difficile pour les membres du gouvernement, mais c'est ça la démocratie. Et si on veut redonner du lustre à la représentation nationale, il faut lui redonner des moyens d'expression. Oui. On va poursuivre dans un instant le débat en plateau, mais on va tout de suite retrouver Mickaël Zamès. Cette fois, vous êtes avec Marie-Noëlle Lienemann, sénatrice socialiste de Paris. Mickaël. Manuel Valls nous parlait de la situation d'Air France. Marie-Noëlle Lienemann, est-ce que l'État doit prendre ses responsabilités aujourd'hui pour aider la compagnie? Sinon, c'est peut-être la disparition de cette compagnie. Non, mais tous les 10 ans, on nous fait le risque de la disparition d'Air France. Oui, l'État doit réagir. C'est bien de condamner les violences, il fallait le faire avec vigueur, mais maintenant, on ne peut pas accepter 2900 suppressions d'emplois. Parce que ce n'est pas une vision à long terme de la compagnie, c'est simplement en permanence ajuster des coûts en ne jouant que sur le coût du travail qui représente à peine 10% du prix du billet. Alors l'État peut agir, il y a toute une série de demandes pour les syndicats. Moi je souhaite qu'il y ait une rencontre tripartite, État, syndicats et bien sûr la direction d'Air France pour avoir une vision stratégique de long terme pour cette compagnie qui doit s'adapter au monde d'aujourd'hui. Merci beaucoup pour votre témoignage, Marie-Noëlle Lienemann. Je vous laisse, Delphine, poursuivre le débat. Merci beaucoup, Mickaël. Chantal Joanneau, c'est vrai qu'il a été beaucoup question de la situation d'Air France et puis après ces violences, ces images de choc qui ont fait le tour du monde, du lynchage du DRH de la compagnie aérienne française. Est-ce que c'est la chienlit? C'est ce qu'a dit Nicolas Sarkozy aujourd'hui. Ça ne sert à rien de polémiquer sur des mots. C'est une situation inacceptable qui met en cause l'image de la France à travers le monde. Il y a eu quand même beaucoup de unes à travers le monde où on a vu ces images de la France. Et à travers ces images, c'est vraiment notre pays qui est en cause. Le vrai débat, c'est effectivement, est-ce que l'État doit s'investir plus dans la négociation puisqu'il détient aujourd'hui 17% du capital? Pour ma part, étant plutôt de formation libérale, je ne suis pas très convaincue de la présence de l'État dans Air France, mais enfin, il est présent et dans le capital et dans la structure de direction, parce qu'on retrouve beaucoup de grands commis de l'État dans la structure de direction. C'est ça le vrai débat de fond. Ensuite, on a un débat sur la représentativité syndicale qui a déjà été posé en 2008, avec un début de réponse en 2008, où il faut peut-être aller plus loin. Mais ne polémiquons pas sur des mots. Le débat de fond, c'est est-ce qu'on a une société nationale avec une implication de l'État, et d'une part, et d'autre part, est-ce qu'on réforme la question de la représentativité des syndicats? Ouais. Jacques Mézard, peut-être une réaction sur la situation d'Air France. Est-ce que vous diriez que le cas Air France symbolise finalement les impasses du dialogue social à la française? Je crois que ça démontre surtout l'exaspération qui existe dans le pays et des dérives qui montrent que notre modèle social est en danger. Et qu'on ne peut pas durablement avoir des réactions de cette nature qui témoignent d'une intolérance absolue. Et donc ça, c'est déraisonnable. Chantal Joanneau, à juste titre, a rappelé que ces images font le tour du monde, que la France, ce n'est pas ça, ça ne peut pas être ça, ça ne doit pas être ça. Alors il y a un problème de fonctionnement d'Air France, il y a manifestement un comportement du syndicat des pilotes qui est, là aussi, je le dis tel que je le pense, tout à fait inacceptable, et il est nécessaire, là, je le pense, que l'État aussi pose un certain nombre de règles, que ce soit à Air France ou ailleurs. Il y a des comportements qui ne sont pas acceptables et des dérives qui ne peuvent pas être tolérées dans notre société. Air France est une belle compagnie. C'est souvent l'image de la France à l'extérieur. Et on ne peut pas tolérer ça. Et au lieu d'en arriver à ces extrémités, il est urgent de mettre tout le monde autour de la table pour trouver de véritables solutions et d'abord des solutions économiques. Parce qu'il y a de la concurrence,
sur le plan mondial, sur le plan européen, et on ne peut pas raisonner aujourd'hui comme on raisonnait il y a 15 ans ou même encore il y a 10 ans. Oui, Chantal Joanneau, un mot sur un autre sujet qui nous occupe cette fois ici au Sénat, c'est la réforme institutionnelle avec le rapport Bartolone qui a été remis et qui propose de fusionner le Sénat avec le Conseil économique, social et environnemental. Jacques Mézard s'est exprimé sur la question, une remise en cause du bicamérisme inacceptable. Est-ce que vous êtes d'accord avec l'analyse? Totalement. Alors ça, c'est le grand jeu de l'Assemblée nationale, assez classique, et du président de l'Assemblée nationale en général, d'ailleurs, de vouloir supprimer le Sénat. L'Assemblée nationale, pardon de le dire très clairement, c'est la chambre d'enregistrement de l'exécutif. Vu en plus la concomitance avec le quinquennat, qui a été une erreur fondamentale, la concomitance des élections, vous n'avez jamais d'opposition à l'Assemblée nationale. L'exécutif a le droit d'initiative des lois, a malgré tout toujours une mainmise énorme sur l'agenda parlementaire, et c'est lui qui exécute, c'est lui qui fait les études d'impact et c'est lui qui évalue. Donc, à faire des propositions comme ça, en réalité, on tue tout fondement de la démocratie, à savoir justement des contre-pouvoirs, des instances de contrôle. C'est le rôle du Sénat. C'est fondamentalement le rôle du Sénat. Le Conseil économique et social et environnemental est conçu sur une instance de consensus qui est obligée de faire des travaux de fond. Donc vraiment, quand on fait cette proposition-là, c'est qu'on veut juste, effectivement, aller vers un régime présidentiel, et encore un régime présidentiel à l'américaine ne fonctionne pas comme ça, parce qu'il y a un contre-pouvoir, un pouvoir de contrôle dans les autres assemblées qui ont un vrai pouvoir que nous n'avons pas, nous. Donc franchement, c'est une erreur, c'est un déni de démocratie que je trouve énorme. Oui, déni de démocratie, le mot est fort. Vous parliez, vous, d'attaque frontale en tant qu'institution parlementaire du Sénat, Jacques Mézard. Je vais plus loin. La position du président Bartolone, c'est une imposture. Dire qu'il veut rénover le bicamérisme. Ce sont les mots de Gérard Larcher, d'ailleurs, dans le journal du dimanche. On arrive souvent d'être d'accord avec le président du Sénat, et nous venons d'en voir d'ailleurs une concrétisation sur le fonctionnement du Sénat. C'est une imposture. Pourquoi? Parce que dire qu'il propose, le président Bartolone, de rénover le bicamérisme en supprimant le Sénat, c'est se moquer du monde. Et nous sommes déjà dans un système où le déséquilibre des institutions est considérable, unique en Europe. Et il veut l'aggraver, pour évidemment donner le pouvoir à une poignée d'apparatchiks. On connaît la suite, c'est catastrophique. Alors que le Sénat, l'histoire du Sénat dans cette République, c'est le défenseur, le Sénat, des libertés publiques. L'Assemblée nationale, il faut le dire, est le plus souvent aux ordres du gouvernement. Dans le Sénat, il y a un espace de liberté et nous défendons les libertés publiques sur tous les grands sujets. Et souvent, nous sommes bien en amont de l'Assemblée nationale sur ces affaires de liberté publique. Donc, c'est un mauvais coup porté à la démocratie, c'est du populisme, malheureusement, lancé par le président de l'Assemblée nationale, ce qui est vraiment une véritable, je l'ai dit, imposture, mais c'est pas étonnant. Le président Bartolone, c'est un des chantres du non-cumul. Et qu'est-ce qu'il fait en ce moment? Il est candidat à la présidence du Conseil régional d'Île-de-France et en même temps président de l'Assemblée nationale. Il faut qu'il mette en application ce qu'il dit et non l'inverse. Eh bien, merci à tous les deux d'avoir été mes invités sur ce plateau. Et tout de suite, on va retrouver Tam Tranui dans la salle des conférences. Tam, alors le projet de loi de modernisation de notre système de santé a été adopté par le Sénat, mais largement vidé de sa substance. Que reste-t-il de ce texte, Tam? Oui, vous le disiez, le texte a été largement adopté tout à l'heure par 185 voix pour, 30 voix contre. On s'est abstenu sur les rangs de la gauche, du côté du PS et du côté des écologistes. C'est donc grâce aux voix de la droite centriste et républicain que ce texte a été adopté. Un texte qui, vous l'avez dit, a largement été détricoté par le Sénat lors de son examen, avec notamment la suppression des deux mesures phares de ce texte, le tiers payant généralisé et également l'instauration du paquet de cigarettes neutres. Le Sénat qui a aussi ajouté des mesures de son cru. Alors, on peut en citer quelques-unes. L'assouplissement de la loi E20 pour permettre l'information sur le vin, très important pour ces élus qui voulaient défendre le terroir. Également l'encadrement du prix de l'alcool en happy hour, cela pour lutter contre le binge drinking, l'alcoolisation excessive qui frappe notamment les jeunes. On peut également citer l'interdiction des cabines UV ou encore l'extension du droit à l'oubli pour les personnes guéries du cancer. Voilà pour quelques-uns des apports du Sénat et ils ont été nombreux. Maintenant, ça va être au tour de l'Assemblée nationale de voir ce qu'ils font de ce texte bien modifié.
Merci beaucoup Tam, et on ouvre effectivement le débat de Sénat 360 consacré ce soir à l'adoption de la loi Touraine par le Sénat. Deux invités m'ont rejoint sur ce plateau. Dr Patrick Bouet, bonsoir. Vous êtes le président du Conseil national de l'Ordre des médecins. Merci d'avoir accepté notre invitation. Face à vous, Yves Daudigny, bonsoir. Sénateur socialiste de l'Aisne. Vous êtes membre de la mission d'évaluation et de contrôle de la sécurité sociale ici au Sénat. Patrick Bouet, on vient de l'entendre, finalement c'est une version complètement amputée de sa mesure phare, la généralisation du tiers payant qui a été adoptée par les sénateurs. On est loin de la version voulue par le gouvernement. Vous préférez la version du Sénat, j'imagine ? Vous savez, je ne préfère ni l'une ni l'autre aujourd'hui puisque les questions restent posées. Donc nous n'avons pas tranché de l'intérêt de l'évolution du système de santé et nous continuons d'être sur notre faim. Oui. Yves Daudigny, que répondez-vous à Patrick Bouet ? Il reste sur sa faim, nous dit-il. Oui. La mesure n'a pas été votée, ce qui explique l'abstention aujourd'hui du groupe socialiste sur le texte de la majorité sénatoriale. Le tiers payant était une mesure phare, pas la seule mesure. C'était une mesure envisagée du point de vue de la justice, du point de vue de l'équité et de l'accès aux soins pour l'ensemble de nos compatriotes. Je regrette qu'elle ait été la cause souvent de positions caricaturales et excessives. Oui. Mais qu'est-ce qui vous fait dire finalement que vous restez sur votre faim ? Ce projet de loi ne répond pas aux attentes de la profession, c'est ça ? Je crains que ce projet de loi, par sa complexité, par la multiplicité des sujets qui sont abordés, par l'absence de projection à long terme sur l'évolution de notre système de santé, ne continue de poser plus de questions qu'il n'apporte de réponses. Alors lesquelles questions par exemple ? Qu'est-ce qu'il oublie ? Les questions importantes de la formation et de l'adaptation de la formation à l'aménagement du territoire, les questions de la territorialité, les questions de la gestion sur le terrain, des problématiques d'aménagement. Tout ceci sont des éléments qui aujourd'hui n'ont pas les réponses qu'attendent les professionnels. La démocratie sanitaire, qu'est-elle vraiment dans les territoires ? Il y a beaucoup de questions qui restent posées, même si d'autres éléments de la loi sont soutenus, comme la prévention et comme d'autres aspects de la loi. Yves Daudigny, est-ce que ce texte a été fait finalement sans consulter, sans concertation, sans suivre les professionnels ? On ne peut pas dire qu'il n'y a pas eu de concertation. Je vous pose la question. Oui, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas eu de concertation. Le ministère a produit un premier texte qui a servi de base à de larges consultations, à des réunions qui se sont tenues dans les régions, dans toute la France, et qui ont réuni beaucoup de participants. Le jugement est très sévère. Ce texte répond à 3 objectifs. Un objectif de prévention, et certainement la première fois qu'un texte de loi en France comporte autant de mesures de prévention. Mais peut-être en deçà, en ce qui concerne la prévention, des attentes des médecins ? Je ne vois pas en quel sujet ce texte pourrait être en deçà des attentes en matière de prévention. On vise la jeunesse, l'alcool, le tabac et d'autres domaines encore. C'est le premier texte certainement en France qui comporte autant de mesures de prévention. Le deuxième point, le deuxième axe, c'est l'organisation des soins de proximité. Et ces soins de proximité sont prévus autour du médecin traitant, avec des notions d'équipe, avec des notions donc de travail en commun. Et puis le troisième objectif, c'est la démocratie sanitaire, vous l'avez évoqué, c'est-à-dire les droits de malades, avec de nombreuses mesures, comme par exemple l'action de groupe. Il y en a aussi beaucoup d'autres. Donc c'est un texte très riche qui modernise notre notre système de santé et qui va permettre demain d'être plus efficace et aux patients d'avoir plus de droits. Oui, Patrick Bouet. Écoutez, c'est la divergence qui anime le débat depuis de longs mois. On ne peut pas confondre la stratégie nationale de santé qui a fait l'objet d'une très longue phase de négociation, de discussion et de réunion en région et l'élaboration du projet de loi lui-même qui n'a pas donné lieu à ce type de réunion et de négociation. Et puis, nous avons, nous, le sentiment qu'à vouloir mettre en place beaucoup de mesures dans un même texte de loi, on a fini par en perdre l'objectif évolutif et l'objectif protecteur de que va-t-il se passer en matière d'évolution de santé dans 10 ans. J'entendais M. Daudigny tout à l'heure défendre l'assurance maladie. Sur ce zone-là, nous sommes tout à fait en accord. Effectivement, les 70 ans de la sécurité sociale. Voilà, tout à fait en accord. Et nous continuons de penser, nous, fondamentalement, que l'assurance maladie est au cœur de l'évolution de ce système. Mais ce texte, dans le contexte actuel, dans la période qui vient, 2016 et 2017, avec la multiplicité de décrets en Conseil d'État, d'ordonnances à rédiger, tout ceci nous laisse penser que l'année qui vient ou l'année et demie qui vient ne permettra pas la mise en œuvre
efficace d'un texte de cette nature. Alors, est-ce que si vous deviez rassurer Patrick Bouet, Yves Daudigny? La question de la formation des médecins est, nous sommes d'accord, essentielle. Quelques points sont abordés dans le texte qui a été voté, qui sera le texte définitif. Mais la ministre s'est engagée à ce que ce sujet soit traité à partir donc de l'année qui vient, c'est-à-dire de l'année 2016. Aujourd'hui, parler par exemple de la présence des médecins dans les territoires ruraux, parler de la présence des médecins dans les banlieues de ville, on ne permet pas de laisser de côté l'aspect formation, présence de stages pendant les études, par exemple. Une réponse peut-être, Patrick Bouet, sur cet aspect de formation. Nous disons qu'une vraie réforme du système de santé passe par la mise en œuvre d'études professionnalisantes et qu'il ne s'agit pas d'un stage à un moment donné des études, mais d'une immersion anticipée des étudiants dans le système de santé de demain. Et qu'aujourd'hui, nous n'avons pas de lisibilité sur cette volonté et cette intention. Or, le vrai défi, il est à l'horizon de l'année 2025. Il est à l'horizon de ce que nous pourrons mettre à la disposition de l'offre de soins et de la demande de soins dans les territoires. Nous n'avons pas, nous semble-t-il, aujourd'hui, toutes les réponses attendues. Yves Daudigny, sur cette question. Oui, mais la question devra être abordée, nous sommes d'accord, mais ce n'était pas l'objet de ce texte, qui est déjà très riche. Et il n'y a Justement, c'est peut-être ce que vous reprochez. Il n'y a aucune mesure dans ce texte qui puisse aujourd'hui paraître inutile, ou qui puisse paraître ne pas devoir avoir été prise. Donc ce texte est utile pour l'amélioration de la santé, avec en fait un fil conducteur qui est la réduction des inégalités, alors que ce soit les inégalités d'accès aux soins financières, les inégalités d'accès aux soins territoriales, c'est le fil conducteur de l'ensemble des dispositions qui sont prises. Oui. Peut-être pour conclure, est-ce que c'est une occasion ratée, ce texte ? Pour conclure, nous avons le sentiment que c'est en tout cas une réforme du système de santé reportée. Et que malheureusement, le débat sur le tiers payant a été l'arbre qui a caché la forêt. Et qu'aujourd'hui, nous espérons que nous allons pouvoir avancer de façon plus formelle, mais probablement dans un nouveau débat et une nouvelle réalisation législative. Merci à tous les deux d'avoir été les invités pour revenir sur ce texte qui a donc été adopté par le Sénat. Il est 18h, Sénat 360, tout de suite le multiplex. Nous sommes en direct sur Public Sénat et à la une de ce Sénat 360, l'avenir de l'agriculture en débat au Sénat. Le ministre de l'Agriculture est en train de s'exprimer en ce moment même. Stéphane Le Foll, vous le voyez dans l'hémicycle du Sénat. Les fermes-usines vont-elles devenir la norme pour accéder à la demande de la grande distribution qui exige toujours plus des éleveurs? Reportage et débat dans un instant. Le Sénat, à majorité de droite, a donc adopté le projet de loi de santé en supprimant la généralisation du tiers payant. Le texte retournera à l'Assemblée nationale qui aura le dernier mot et où cette mesure phare devrait être réintroduite. Gérard Larcher va recevoir les sénateurs des Alpes-Maritimes. Une réunion est prévue à 19h30. Le président du Sénat veut lancer une mission d'information sur ces inondations meurtrières. On retrouvera Saveria Rojek en direct de la salle des conférences pour en parler. Alors que le Sénat débat en ce moment même de l'avenir de l'agriculture, direction l'Aveyron, une ferme industrielle a bien voulu nous ouvrir ses portes. Elle est située à Parisot, au sud de Rodez. On y fait de l'engraissage d'agneaux par dizaines de milliers. L'entreprise Grimal, c'est une entreprise familiale mais qui a dû modifier ses méthodes de travail pour s'adapter à la demande de la grande distribution. Reportage de Samia Dechir. Pour apercevoir en entier l'entreprise des Grimal, il faut grimper haut sur les collines aveyronaises de Parisot. Les 16 bergeries qui s'alignent voient défiler chaque année 100 000 agneaux. C'est la plus grosse exploitation privée de France. Un modèle critiqué, une ferme-usine diront certains. Mais pas question d'utiliser ce terme pour Johan Grimal. Ici, on ne bâcle pas le travail, on le rationalise. Voilà, aujourd'hui on est sur une mode d'alimentation qui est tout automatisée. L'aliment est stocké dans des silos à l'extérieur, arrive en granulé et donc est distribué via des vis de distribution dans chaque loge, dans des nourrisseurs. On est bien loin du système traditionnel où les bêtes sont nourries à la main. Grâce à cette automatisation finalement très efficace, aujourd'hui, un de mes salariés peut, durant 2 heures le matin, s'occuper de 10 000 agneaux et repasser dans l'après-midi en faire autant.
Johan Grimal est un poids lourd de la filière. Il fait de l'engraissage d'agneaux. Aucune bête ne naît sur site. Il faut donc aller les acheter chez un naisseur. Johan les achète à plus de 200 fournisseurs, des petits éleveurs avec qui il travaille sereinement, loin de toute polémique. Son exploitation a beau être industrialisée, c'est encore lui qui se déplace pour choisir les bêtes et les contrôler une par une. Avant d'acheter un lot, il faut marquer les agneaux selon leur sexe et leur injecter des minéraux pour prévenir les maladies liées au stress. Un bolo d'agneau, il doit être assez homogène dans son gabarit. Et puis il y a la taille des animaux. Hein. Alors ici on a une bonne taille, ici on voit qu'ils sont bien gras, bien ronds. Donc c'est un très joli lot d'agneaux. Voilà. Les bêtes passeront 80 jours dans son exploitation, le temps de prendre une vingtaine de kilos. Et c'est sur ces kilos supplémentaires que Johan gagne de l'argent. Alors au moment de fixer le prix d'achat, tout est soigneusement pesé. 565, ouais, il sera un peu moins lourd que la semaine dernière. 1102, allez, je t'ai fait le bon. Johan vend 80% de sa production à la grande distribution. Ses marges sont infimes. On risque de vendre nos animaux avec 2 ou 3 ou 4 euros de marge. Donc aujourd'hui, si vous ne faites pas du volume, vous ne pouvez pas absorber des charges de structure et donc faire du bénéfice derrière. L'entreprise Grimal fait près de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel. De quoi investir dans un méthaniseur. Désormais, le fumier qui n'est pas revendu pour faire de l'engrais peut être transformé en énergie, le biogaz. L'équipement n'est pas encore rentable, mais à terme, Johan espère en tirer de nouveaux bénéfices. Non, aujourd'hui, on n'a pas à rougir. Je crois qu'on vit très bien de notre métier. J'ai choisi ce métier, moi, parce que c'était quelque chose dans lequel je me réalisais réellement, hein, l'élevage des agneaux. Et après, bon, bien sûr, je gagne bien ma vie grâce à cette activité-là. Je ne vais pas rougir. Johan Grimal n'est pas agriculteur, c'est un entrepreneur. Pour lui, entre élevage traditionnel et industriel, il y a de la place pour tout le monde. Et on ouvre le débat de ce Sénat 360 avec de nouveaux invités. Michaël Iribarren, bonsoir. Vous êtes secrétaire général de la Confédération paysanne. Vous avez une exploitation à Itsassou, au Pays Basque. Vous faites de l'osso-irati. Vous allez nous en dire un mot dans un instant. Face à vous, François Patria, bonsoir. Sénateur socialiste de la Côte d'Or. Vous avez été, il faut le rappeler, ministre de l'Agriculture quelques mois. Merci d'être avec nous. Que vous inspire ce reportage? Est-ce qu'aujourd'hui, la grande distribution dicte ces lois, Michaël Iribarren? Bien sûr, la grande distribution est bien davantage que la grande distribution. Je pense que les multinationales également dictent leurs lois dans notre paysage agricole français. Mais nous sommes loin d'être tous récupérés par cette agriculture industrielle. Vous savez que nous sommes encore très nombreux à vivre et à vivre ce métier d'agriculteur en agriculture paysanne. Et c'est tout à fait normal et nous espérons que ça va continuer. Oui, mais les difficultés sont là. François Patria, le Sénat qui débat en ce moment même dans l'hémicycle de l'avenir de l'agriculture. Cette crise agricole, on a l'impression bien qu'on ne s'en sortira pas. Non, d'abord, le fait de parler toujours d'une seule agriculture, c'est un non-sens en France. Essayer de les opposer, c'est une ineptie. Il y a de la place pour toutes les agricultures. Et tout à l'heure, j'entendais au sujet des grandes surfaces, mais qu'est-ce que serait l'agriculture sans les grandes surfaces non plus? J'entends qu'il faut consommer que des produits français en France, mais qu'est-ce que serait la France sans l'export aujourd'hui? Je regarde aujourd'hui avec la fièvre catarrhale les problèmes d'exportation sur l'Italie des broutards ou du Concours aujourd'hui à Cournon. Donc il y a de la place pour plusieurs agricultures et ce que dit monsieur, dont j'admire le métier puisqu'il élève des brebis pour faire du fromage de qualité, identifié, traçabilité, montre qu'il y a presque 3 types d'agriculture. Une agriculture, j'allais dire, alors de toutes petites, c'est ceux qui font du cresson, des produits, vous savez, de l'aquaculture, mais en petit. Ceux-là, ils ont des marchés de niche qu'ils occupent bien. Ensuite, il y a tous les produits, aujourd'hui, de l'agriculture paysanne, telle qu'elle est évoquée à l'instant. Ces produits qui sont eux aussi adossés à des signes de qualité, qui sont souvent en moyenne montagne, mais qu'on ne peut pas comparer aujourd'hui avec l'élevage du mouton quand on est dans l'Île-de-France. Ce n'est pas la même problématique. Donc, ne les opposons pas. Moi, je suis pour une agriculture performante qui respecte les 3 valences de l'agriculture. Sa fonction économique, sa fonction sociale et sa fonction environnementale. Ouais. Est-ce qu'il n'y a pas, dans ce que vous venez de décrire, Michaël Iribarren, une catégorie qui est vouée à disparaître aujourd'hui? Écoutez, je pense que ces agricultures-là, sans doute, elles cohabitent, mais pour nous, elles cohabitent mal. Et en fait,
l'agriculture industrielle la plus puissante, celle qu'on a tendance à laisser développer, et elle est largement prédatrice de l'agriculture paysanne. Et puis l'agriculture de niche, celle que monsieur évoquait à l'instant, c'est vrai que c'est une réalité, mais c'est aussi des emplois, c'est aussi la vie des territoires, et tout ça c'est très important. Et donnons-nous les moyens pour qu'elle continue à perdurer, qu'elle ait aussi les moyens de se développer. Non, je pense que, je le répète, l'agriculture industrielle qui est en train d'envahir notre pays, et les fermes-usines dont on vient de parler en sont le témoin, elle est en train quand même de faire beaucoup d'ombre. Elle est prédatrice de nos agricultures. Demain, il y aura des fermes-usines. Demain, il y aura des fermes-usines. Parce que, autant je crois au circuit court, monsieur. Vous savez, en région Bourgogne, que je préside momentanément, on a mis en place des systèmes de circuits courts et même des appels d'offres avec les collectivités pour travailler avec toutes les collectivités. Bon, celles-là, elles ont un avenir, elles ne disparaîtront pas si on a en face de nous des éleveurs qui savent investir, qui savent intelligemment s'affronter. Mais dans les zones à faible production, si vous prenez la fin du plateau de Langres, si vous avez moins de 200, 300 hectares, voire 400 hectares, vous ne pouvez pas vivre. Parce que sur ceux-là, vous faites trois. Vous avez à faire de l'orge, du blé et du colza. Et dedans, il faut des sous-marins, il faut des tracteurs, il faut du matériel. C'est pas possible de vivre avec 50 hectares. Et là, ils ont de belles productions. On arrive à faire 60, 80 quintaux dans les céréales. Et puis on arrive à faire 35 quintaux en colza aujourd'hui. Et là, eh ben, inévitablement, demain, la ferme à 1000 hectares. Et je connais des fermes à 1000 hectares en Côte d'Or, en Bourgogne, qui sont aujourd'hui parfaitement organisés, avec 7 agriculteurs dessus, qui prennent des vacances, qui se forment, qui sont parfois en bio, et qui vivent. Donc l'avenir, et en même temps, qui doit disparaître? Oui. On aurait tort de croire que tous les agriculteurs sont de bons agriculteurs, comme il n'y a pas que de bons vétérinaires, ou de bons avocats, ou de bons sénateurs. Il y en a il y a des gens qui ont surinvesti. Il y a des gens qui aujourd'hui ne sont pas gestionnaires, qui sont en difficulté, et qu'on continue d'aider, alors qu'on sait très bien que dans 2 ans, 3 ans, eh bien, financièrement, ils n'y arriveront plus. Je pense qu'on a tort. Là, il y a une part du monde agricole, c'est pas celui dont vous parlez qui va disparaître, c'est d'autres formes d'agriculture aujourd'hui, y compris en élevage. Donc moi, j'ai dit, regardons, demain, il y aura des fermes industrielles, il y aura des fermes à 2-3 000 moutons, il y aura des fermes à 1000 vaches, il y aura des fermes à 1000 hectares, qui aujourd'hui seront peut-être plus respectueuses, même par ailleurs, de l'environnement, à tout point de vue, parce que vous savez, des animaux bien élevés, comme on l'a vu à l'instant, c'est pas un non-sens ni au bien-être animal, ni à la qualité des produits. Beaucoup de choses dans ce que vous venez de dire, François Patria. Peut-être une réaction, finalement, oui. C'est inéluctable, ces fermes-usines, ce qu'a dit monsieur le sénateur en premier. J'ai surtout envie de lui rappeler que l'agriculture est aidée. Et l'agriculture la plus aidée aujourd'hui, justement, il se trouve en France, qu'elle est celle qui a les grandes surfaces, qu'elle est celle qui a beaucoup d'animaux, qui élève beaucoup d'animaux, puisque par le simple fait que les aides sont distribuées en fait à la surface et au nombre d'animaux. Elle est trop aidée, l'agriculture française, c'est ce que vous dites aujourd'hui ? Non pas qu'elle est trop aidée, elle est très mal aidée. Il faudrait toute une autre répartition des aides, ça c'est certain. C'est bien l'agriculture qui vit avec son territoire, qui vit avec cet élevage, qui vit avec ses prairies, qui, elle, mériterait d'être largement aidée. On vient d'évoquer la montagne, celle-là, bien sûr, elle a des aides, mais par rapport à l'agriculture céréalière, elle est beaucoup moins aidée. On parle de dizaines de milliers d'euros d'aide pour les agriculteurs en céréales en général et en moyenne, alors qu'on parle de 10, 15, 20 000 euros d'aide pour les élevages. C'est tout à fait inégal, c'est tout à fait injuste. Je pense que là-dessus, il y a beaucoup de choses à faire et beaucoup de progrès à faire. François Patria, sur les aides, est-ce qu'on peut continuer à avoir une agriculture sous perfusion comme ça ? D'abord, c'est la profession souvent qui l'a demandé. Alors là, les syndicats majoritaires peuvent l'expliquer. C'est le poids de l'histoire derrière les aides. Hein, c'est clair, c'est au moment où on a fait la réforme de 93, le poids de l'histoire était cela. Bon, mais nous ne l'aurons pas. Qu'est-ce qui restera de la PAC en 2020 ? Là, on est en 2015, bientôt en 2016. Alors les aides, elles vont peut-être disparaître demain. Et là, la règle sera complètement différente. Et moi, j'admire les agriculteurs aujourd'hui intelligents, ceux qui ont compris que les aides de la PAC diminuaient, parce qu'elles ont diminué pour beaucoup. Moi, j'ai vu des agriculteurs qui ont perdu 40% par rapport aux aides de la PAC qu'ils avaient il y a 15 ans, ou il y a 10 ans, ou même il y a 5 ans. Donc ceux-là, il y a ceux qui diversifient. Ceux qui font de l'énergie éolienne, ceux qui font de l'énergie solaire, ceux qui font des légumineuses aujourd'hui, ceux qui reviennent à la luzerne. Je parle des céréaliers aujourd'hui. Même chose pour aujourd'hui. Vous savez, là je parle à un autre vétérinaire, mon collègue Bizet qui arrive. Jean Bizet vient de nous retrouver. Quand on voit l'élevage, c'est vrai. Qu'entre le moment, j'ai une phrase que je dis souvent, entre l'ovulation et puis la crémation pour les bovins, il y a 10 ou 11 séries d'aides pour maintenir la forme d'élevage. Mais cet élevage-là, il entretient le paysage aujourd'hui de façon extraordinaire. Il fait de la viande bio, parce qu'on peut bien dire que la viande qui vit en élevage type charolais, type limousin aujourd'hui, il fait de la viande bio. Ceux-là, ils ont des aides aujourd'hui qui risquent de disparaître demain. Et là, le problème de la structure, parce que, vous savez,
le coût de structure aujourd'hui, parce que c'est pas tellement... Quand les agriculteurs disent on a des charges, écoutez, les charges de matériel agricole, les charges d'intrants, les charges de phyto, les charges de vétérinaires, elles ne sont pas inhérentes à l'État. C'est des charges qui, demain, qui vont devoir entrer en compte. Et ça pèsera demain sur un certain nombre d'agriculteurs. François Patria, on va faire agir Jean Bizet qui nous a retrouvés sur ce plateau. Bonsoir, vous êtes sénateur Les Républicains de la Manche, président de la Commission des Affaires européennes ici au Sénat. Le Sénat qui débat de l'avenir de l'agriculture en ce moment même dans l'hémicycle. Est-ce que l'agriculture a finalement un avenir? Ah oui, absolument. Et il suffit de regarder les jeunes que dans un certain nombre de départements, Dieu merci encore, nous installons pour voir le dynamisme et l'entrain qui est le leur. Ceci étant, ça contraste avec la situation de désespoir qu'on a pu voir ces derniers jours. Absolument, le désespoir est encore là, la colère elle est sourde, mais tout simplement parce qu'il y a une mutation de cette activité, comme de beaucoup d'activités dans ce pays. On n'a pas voulu regarder la vérité en face, on n'a pas eu non plus toujours le courage politique, et que ce soit à droite ou à gauche, je le dis avec beaucoup d'humilité et d'objectivité, on n'a pas eu le courage de dire que l'agriculture allait être impactée par la réalité qui est une mondialisation. Et j'écoutais les quelques derniers propos de tout à l'heure de notre collègue Patria. C'est vrai que la politique agricole commune vue de Bruxelles, c'est 408 milliards d'euros, 38%, je dirais, de la ligne budgétaire européenne. Il faut avouer, il faut le dire, la vérité, demain, ce sera sans doute moins. Donc ce que nous avons besoin, c'est d'une stratégie, d'un cap, des objectifs. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, on a demandé aux agriculteurs de nourrir les Françaises et les Français. Il y avait un cap précis, ils l'ont fait. Aujourd'hui, eh bien, on leur demande de s'insérer dans un monde qui est très ouvert et sur lequel il faut qu'on évite, au travers des distorsions de concurrence, notamment franco-françaises, eh bien, de les mettre dans une situation difficile parce que, alors qu'ils ont des capacités, des atouts considérables. Simplement, aujourd'hui, il faut remettre les choses à plat. Il n'y aura plus la régulation aujourd'hui ni demain qu'il n'y a eu hier. La PAC d'aujourd'hui est pratiquement arrivée au bout de l'exercice. Oui. On va faire agir Mikaël Iribarren. Est-ce qu'on vient d'entendre finalement, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, il fallait nourrir les Français. Aujourd'hui, on a une évolution complètement différente de ce qui était demandé après-guerre. Enfin, ils ont tout à fait accompli leur mission. Ils ont effectivement très rapidement atteint l'objectif. Seulement, ils étaient des millions. Et aujourd'hui, nous sommes 400 000, 500 000 au mieux. 500 000 paysans sur ce territoire. C'est très peu et c'est toujours en baisse. Je crois que c'est ça la donnée qu'il faut retenir. Et ça, la donnée que les citoyens doivent entendre. Une population de 500 000 habitants, une population de 500 000 paysans, une population de quelques centaines de milliers de paysans. C'est tout à fait insuffisant pour faire vivre ces territoires et pour nourrir les Français et davantage avec une alimentation de qualité. Je pense qu'on peut imaginer toute une autre agriculture que celle qu'on laisse développer aujourd'hui, qui est une production de masse, qui va pour l'essentiel dans l'agroalimentaire. Je pense que l'agroalimentaire a sa place, mais certainement qu'il faut relever le seuil de qualité de tous nos produits et qu'il faut imaginer une agriculture à nouveau qui est en lien très très fort avec la terre, avec le sol, avec le terroir et avec le territoire également. Quand je vous écoute tous les trois, je suis frappée finalement entre peut-être l'optimisme des parlementaires présents sur ce plateau et la vision plus négative de Mikaël Iribarren, François Patria. Moi je suis un peu provocateur si vous voulez, mais quand j'entends bien le message que fait passer M. Iribarren, il est sain. Nous avons besoin de produits de qualité identifiés que les Français et même que tous nos voisins adorent, y compris les gens venir les marchés de terroir. Oui. Ou aller dans les marchés de terroir tout l'été, c'est un succès extraordinaire. Oui, mais cette image donc de cette agriculture-là, elle va représenter demain, sur l'espace, oui, d'accord, mais sur l'espace de la France, elle va demain représenter quelle surface, on va dire 10 ou 20%. Tous les grands territoires d'élevage extensif, de céréaliculture. Vous prenez tout l'est de la France, prenez tout le bassin parisien, prenez le centre, dessus. Moi, je rebondis un peu sur ce que dit notre ami Bizet. Je crois qu'on a tort de vouloir installer des gens toujours et partout. Qu'est-ce qu'on va installer? Mais qu'est-ce qu'on va installer aujourd'hui
de jeunes agriculteurs dans des zones, écoutez, de moyenne production comme les miennes, hein, sur 80 ou 100 hectares, alors qu'on sait très bien qu'ils n'en vivront jamais. Ils n'en vivront jamais. Vous savez, Christiane Lambert a dit un jour, j'ai mieux avoir des voisins de des hectares. Mais moi, je préfère avoir des hectares avec des exploitants dessus qui emploient du monde que d'avoir de petites fermes. Je parle pas, les vôtres sont très bien, je les défends. Et le modèle que vous défendez est un modèle irremplaçable qu'il faut surtout soutenir dans notre pays. Les choses sont claires. Mais à côté, il y a l'immensité du territoire. Jean Bizet, vous souhaitiez réagir? Oui, moi je crois beaucoup à la régionalisation des productions. Je suis tout à fait d'accord. Elle est en marche. Tout simplement parce que elle porte en elle, cette régionalisation, la signification d'une rationalisation et d'une économie d'échelle. On ne pourra pas faire du lait partout, sur l'ensemble du territoire national. Je suis également d'accord sur le fait que il y a des territoires très typés, avec des produits de qualité, mais je pense que l'agriculture française est une agriculture plurielle. Il ne faut surtout pas opposer l'agriculture biologique, l'agriculture circuit court, etc., et tout, qui est nécessaire en pourtour des villes. Mais il est également non moins nécessaire d'avoir une agriculture, entre guillemets, productiviste, qui puisse alimenter nos outils de transformation agricole. Moi, je ne crois, sans vouloir être aussi provocateur que mon collègue, mais je ne crois qu'à une chose, qu'à l'agriculture qui sera demain présente sur les marchés. Mais il y a différentes formes d'agriculture qui seront présentes sur les marchés. Les marchés de terroir, oui, mais pour faire vivre également tous les salariés des entreprises agroalimentaires, il faut également d'autres agricultures. Eh bien, merci. Merci à tous les trois d'avoir été les invités de Sénat 360. On va tout de suite retrouver Saveria Rojek en direct de la salle des conférences. Saveria, Gérard Larcher doit recevoir ce soir les sénateurs des Alpes-Maritimes, département endeuillé par les intempéries. La réunion doit avoir lieu dans 1 heure. À quoi va servir cette réunion? Oui, exactement, Delphine. Alors, c'est maintenant, vous l'avez dit, dans un peu moins d'1 heure que les 5 élus sont attendus à la présidence du Sénat. Gérard Larcher l'a dit, il va avant tout écouter ces élus et surtout comprendre leurs besoins. Tout à l'heure dans l'hémicycle, le président du Sénat a tenu à exprimer toute son émotion face à ce drame. Je voudrais exprimer notre émotion et notre compassion à l'égard des trop nombreuses victimes de la catastrophe qui s'est abattue dans le département des Alpes-Maritimes. Nos pensées vont bien sûr aux familles des victimes et à tous ceux qui ont été touchés par ce déferlement des eaux. Je tiens à exprimer notre solidarité à nos collègues du département ainsi qu'à l'ensemble des élus des territoires concernés. Voilà, mais le président l'a dit déjà ce matin sur notre antenne, il souhaite surtout la mise en place d'une mission d'information. Alors attention, j'ai bien dit mission et non commission d'enquête. Gérard Larcher veut des résultats rapides et donc pas de commission dont les conclusions seraient connues au mieux dans les 6 mois. Car le président du Sénat insiste là-dessus. Désormais, il faut comprendre et surtout prévenir de tels drames alors que plusieurs élus ici pointent déjà des failles dans la prévention des risques, justement. Merci beaucoup Saveria. Michel Grossior nous a rejoint sur ce plateau. Bonsoir Michel. Bonsoir, dans quelques instants, Preuve par 3, émission politique de la rédaction de Public Sénat en partenariat avec l'AFP. Quel est votre invité ce soir, Michel? Notre invité ce soir, dans quelques minutes, donc, sera Maryse Lebranchu, ministre de la fonction publique et de la décentralisation. Et la grande question que nous lui poserons d'emblée, la question politique du jour, c'est est-ce que nous sommes dans une situation qui s'apparente à la chienlit, puisque c'est le mot qui a été choisi aujourd'hui donc par Nicolas Sarkozy, qui a réagi à sa façon aux événements à Air France et ces scènes très violentes auxquelles on a assisté hier à l'issue d'un comité d'entreprise avec ces 2 dirigeants qui ont failli être lynchés. Mais le président des Républicains a également évoqué la grève des médecins et puis également les violences contre les policiers avec cette triste affaire en Seine-Saint-Denis. Donc ce policier qui a été visé par un braqueur qui était en permission de sortie. Alors, est-ce qu'il y a une situation de délitement dans notre pays? C'est ce que nous dira la ministre tout à l'heure, qui répondra également aux différents SOS des élus, les maires qui se disent étranglés par la baisse des dotations budgétaires, et puis également ces nouveaux, les présidents de départements, et notamment de gauche, qui n'arrivent plus à assumer le versement du RSA, puisque le coût explose d'année en année. Est-ce que la ministre pourra se contenter tout à l'heure de leur dire attendez, c'est un mauvais moment à passer, comme elle l'a déjà dit? En effet. Merci beaucoup Michel. Preuve par 3, c'est en direct à 18h30. Tout de suite, je vous propose de revoir les meilleurs moments de la séance de questions d'actualité au gouvernement.
Quand l'État mettra-t-il en œuvre une vraie politique de prévention des inondations? La facture du déluge qui s'est abattue sur la Côte d'Azur pourrait atteindre 500 millions d'euros. Or, le budget annuel consacré à la prévention des crues ne dépasse pas 300 millions d'euros. Quand les pouvoirs publics arrêteront-ils leur discours schizophrène qui consiste à dire tout et son contraire, dénoncer les ravages de la bétonisation tout en exigeant des communes qu'elles construisent toujours plus au péril de la vie des administrés? Les élus locaux ne cessent de subir la pression de construire de l'État. Durcissement de la loi SRU, loi Allure avec la préemption de terrain, surtaxe foncière pour les terrains constructibles mais non bâtis. Il est temps, Monsieur le Ministre, de mettre un terme à l'application uniforme de telles lois et de tenir compte des spécificités de nos territoires. Vous interrogez sur le fait de savoir si la mobilisation de l'État sera à la hauteur du drame. Je vais vous apporter des réponses extrêmement précises. D'abord, le Président de la République a indiqué que l'état de catastrophe naturelle serait évoqué en Conseil des ministres dès demain. Ce sera le cas. À la demande du Président de la République et du Premier ministre, je ferai une communication et l'arrêté sera publié dès jeudi. Deuxièmement, je réunis au sortir des questions au gouvernement l'ensemble des administrations qui concourent au déblocage des fonds. L'avenir de l'entreprise est en jeu et c'est d'autant plus vrai quand l'entreprise Air France contribue pour 1,4% du PIB français. Donc c'est une grande entreprise nationale et l'État qui en est actionnaire à 17% ne peut la laisser mourir et de facto faire perdre leur emploi à des milliers de salariés. Donc oui, le dialogue doit exister, mais un vrai dialogue social et non pas à sens unique. Car comme le disait Jaurès, le patronat n'a pas besoin, lui, pour exercer une action violente, de gestes désordonnés et de paroles tumultueuses. Merci, Madame la Présidente. Pardonnez-moi. La parole est à notre collègue Marc. Monsieur le Premier ministre. Oui. Ah, vous avez le droit à une horloge spéciale. Brièvement, simplement. Un mot, bien sûr, Monsieur le Président. Je ne veux pas en abuser, mais puisque nous sommes dans un exercice nouveau, notre appel, Madame la Sénatrice, Madame la Présidente, c'est au dialogue social. Et nous l'avons rappelé à chaque fois et à l'égard de tous les salariés. Et il faut à tout prix que les pilotes rentrent, Monsieur Laurent, dans ce dialogue, car sinon ce sont tous les autres salariés qui seront pénalisés. Et ce matin, j'ai rencontré, Monsieur Laurent, les 3 organisations syndicales et elles nous disent exactement la même chose. Et nous avons demandé, nous continuerons à demander à chacun d'avancer. Mais dans ces moments, précisément parce que nous pouvons partager le même but. Je ne veux pas confondre, au moment où il y a ces images, Madame la Sénatrice, qui choquent le monde, qui choquent les Français et qui choquent d'abord tous les salariés d'Air France, je ne peux pas et je ne confondrai pas les violences. S'attaquer ainsi à la dignité de ces hommes, comme vous l'avez dit, c'est intolérable. Il ne peut pas y avoir de confusion dans les propos. J'ai 3 questions très simples. La première, comment fonctionnent les services de la DGSI avec les juges d'application des peines pour qu'un individu de sa nature, surveillé à ce titre-là, puisse sortir? La deuxième, quelles mesures comptez-vous prendre pour que l'incompréhension et la colère qui grondent dans le pays sur cette affaire puissent être apaisées? Que s'est-il passé précisément? Un individu qui était en prison a été, dans des conditions qu'a précisé la garde des Sceaux tout à l'heure, et dans le cadre des dispositions législatives en vigueur, a bénéficié d'une possibilité d'accomplir les formalités après le décès de son père. Moi, je n'ai pas à me prononcer sur une décision qui a été prise par un juge, parce que la séparation des pouvoirs existe, et qu'y compris lorsqu'il y a de l'émotion et lorsqu'il y a des drames, les principes de droit doivent être appliqués. Après que cette évasion a eu lieu, l'individu a été signalé comme étant radicalisé. C'est à ce moment-là qu'une fiche S a été établie le concernant, et seulement après, et pas avant. Et la fiche S, il était normal qu'elle soit établie, de la même manière qu'il était normal qu'il soit inscrit au fichier des personnes recherchées, parce que c'était un élément indispensable à sa récupération. Imaginez qu'il ait franchi le territoire national, il était normal qu'on procède à cette inscription, parce que c'était la condition pour que la fiche S sonne et qu'on puisse le récupérer. À partir du moment où cet événement s'est produit, l'ensemble des services de l'État se sont mobilisés pour procéder à sa récupération, et ce sont les services de police hier qui ont payé un lourd tribut
en procédant à la neutralisation de cet individu qui était un individu extrêmement dangereux. Monsieur le Premier ministre, de qui se moque-t-on? Quand la justice prendra-t-elle enfin au sérieux les troubles à l'ordre public que cause le phénomène migratoire à Calais, en refusant de sanctionner ces personnes, en renonçant à leur faire quitter le territoire français? L'État donne le sentiment d'abandonner le Calaisis. Vous dites la justice et l'État, mais je ne veux pas vous compromettre. Nous nous parlons quand même très régulièrement, vous et moi, sur les sujets de Calais et de la sécurité à Calais. Vous savez que j'ai délégué près de 550 forces supplémentaires à Calais. Il y a à Calais 7,5 unités de forces mobiles. J'ai décidé ce week-end d'augmenter encore, compte tenu des intrusions auxquelles vous faites référence, le nombre des forces. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il y a des violences, tout simplement parce qu'il y a des migrants qui perdent la vie, parce qu'il y a des risques pour les infrastructures de transport, mais surtout, et c'est ce qui me préoccupe le plus, des risques pour les migrants eux-mêmes. C'est la fin de cette édition de Sénat 360. merci à vous de l'avoir suivi. Tout de suite, c'est Preuve par 3 qui reçoit ce soir Marie-Lise Lebranchu, la ministre de la fonction publique. Très bonne soirée et à demain.